Faut être prêt quand même à te prendre des sauts Bien de sûr. merde dans la gueule assez violents. Jean-Michel Jarre est pas devenu un ami, mais on est en cours, hein. Il m'appelle souvent, j'ai pas toujours le temps de répondre. Il faut avoir le courage de dire non des fois sur des projets qui peuvent être bien payés, mais qui nous éloignent de notre but, quoi. Juste avant que l'interview commence, je tiens à te rappeler que tu n'as pas besoin de prendre de notes. J'ai résumé toute l'interview et tout ce qui était vraiment important dans la description, dans une petite fiche que tu peux télécharger complètement gratuitement. Le lien est dans la description. Allez, bonne vidéo. En plus, je suis pas du matin, moi, de base. Ah. Team Ouais, j'ai senti soir. quand je t'ai dit, quand je t'ai dit 11 h, j'ai senti que c'était un peu tôt. Putain. Ah, moi, en fait, mon pic d'énergie, c'est vraiment 14 h, encore la barre. À partir de 16 h, ça commence à aller. 18 h, là, je suis en mode wouh. Ah ouais, 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 moi C'est je suis plus du soir aussi. c'est c'est terrible. Ah. Mmh. Bon, bref, on va commencer. Bonjour, bienvenue. Salut, salut Aurélien, bienvenue à toi. Bah non, raté, attends, recommence, j'étais pas prêt. Bienvenue chez toi. Bienvenue chez toi. Mets-toi à l'aise. Ouais, va prendre des bières dans le frigo, elles sont fraîches comme d'habitude. Bonjour, bienvenue. Sa salut Aurélien, merci pour l'invitation, ça me fait plaisir de te revoir Ouais, c'est vrai. puisqu'on s'était vu il y a un peu plus de 2 ans, j'ai regardé, Ouais, sur ma chaîne. ça fait un Le temps moment, hein, passe mine de vite. rien. Il s'est Ouais, passé plein de choses. J'ai acheté une maison, j'ai encore plus de matos, je sais plus où le foutre. j'ai vu ça, ouais, Tout ça va c'est un bien. problème. Mais oui, t'as changé d'endroit, j'ai Ouais. regardé la vidéo, c'était un peu plus, dépouillé, on va dire. Ah bah c'était plus petit, Ouais, on est passé du double, hein, on est passé de 9 mètres carrés à 18 à peu près, donc effectivement, il y a cool. plus de profondeur, c'est plus sympa. Bon, cette fois-ci, c'est moi qui t'invite, ça va être l'occasion de Eh bien, merci revenir un encore, peu, c'est cool. ça va être l'occasion de revenir un peu sur ton parcours, bon, on va pouvoir discuter un peu, mais déjà, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, pour ceux qui n'auraient pas vu l'interview que j'ai fait chez toi, est-ce que tu peux un peu te présenter? Ouh là, c'est très compliqué ça. On va commencer à gratter sur l'émission là, du coup, si je commence à me présenter. Parce que voilà, justement, je fais beaucoup de choses, mais on va dire, allez, si les gens me connaissent aujourd'hui, c'est plus pour ma chaîne YouTube, sous le nom d'Architect, qui est mon nom de DJ à la base, et donc, bah, sur cette chaîne, je reçois des invités de prestige, pour le live des producteurs, voilà, où à chaque fois je reçois un invité, qui a un talent ou un métier particulier ou des connaissances particulières. Sinon de mon côté, moi je fais des lives tous les mercredis, bah, dans lequel on teste des plugins, du matos, on parle de l'actualité. Enfin, j'essaie de faire un truc très général autour de la musique, autour de la production, mais c'est d'ouvrir un petit peu sur, bah, sur le côté, on va dire, culturel, qui manque des fois peut-être un peu, et pas me focuser uniquement sur la technique pour essayer de faire, voilà, une émission, avec des rubriques, un truc assez animé pour, comment dire? Bah, ceux qui aiment la musique. Ça sera un peu, on va dire, l'émission de télé, qu'ils retrouvent tous les mercredis avec, les news, les sorties, le matos de geek et cetera. Donc voilà, c'est un peu le but. Le format est long, mais voilà, il y a un public pour ça aussi, donc voilà. Et sinon, bah, à côté de ça, je suis ingé son, j'ai un studio de mastering. Comme le décor ne l'indique pas, puisque là, on est du côté production, le studio, il est devant là, en fait, avec les moniteurs. Donc voilà, je fais du mastering et de la production, comme le côté ici l'indique. Et donc voilà, sous mon pseudo Sequence, sur lequel je produis de l'électropop, un peu plus électropop. Mais voilà, donc ça fait beaucoup de choses à faire, mais c'est pour ça que je suis là, non, pour parler de tout ça justement, je crois. Ah bah, de toute façon, l'idée, c'est de parler un peu de tout ça et je trouve ça toujours intéressant parce qu'en fait, dans le monde de l'audio, on pourrait parfois avoir l'impression qu'il y a vraiment des très, très grandes catégories qui se touchent pas ou qui se concomitent pas, alors qu'en réalité, la plupart des gens qui travaillent dans le domaine de l'audio, ils ont tendance à toucher un peu à tout, à s'intéresser à pas mal de sujets et surtout, parfois, ils vont avoir plusieurs casquettes en fonction des projets. Hem, mais je sais que par habitude, on a tendance à vouloir dire: «OK, lui, il fait ça, je le mets dans cette boîte-ci et lui, il fait ça, je le mets dans cette boîte-ci». Alors qu'en général, c'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est un peu le chat de Schrödinger, quoi. Il est un peu mort et à la fois vivant et il est un Ouais, peu dans ouais. dans les boîtes, en même temps, il y est pas vraiment. Bah, ça, c'est un peu franco-français, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre. Enfin, tout le monde dit ça depuis longtemps, mais si ça se trouve, c'est pas vrai, en fait. Mais non, si j'ai l'impression quand même qu'en France, on met les gens dans des cases et par exemple, je dis n'importe quoi, un acteur qui va commencer à faire de la chanson, ça va être très mal vu, alors que ça va pas être le cas aux US, par exemple, et cetera. Donc oui, c'est vrai qu'on a tendance à se mettre dans des cases, mais je pense pas qu'il faille.
Après ça dépend, il y a des ingé sons qui font que par exemple que du mastering, j'ai rencontré des ingés de mastering, ils ont jamais fait de musique, ils ont jamais fait de mixage, ils font que du mastering du matin au soir. Moi je sais que ça m'ennuierait un peu, il y en a pour qui c'est leur truc aussi d'être un peu monomaniaque aussi. Bah, Et après peut-être de que ça permet d'être le meilleur aussi, je Bah, sais bien pas. sûr. Bah, Mmh. après, de toute façon, il y a toujours ce sujet entre l'expert et le putain, j'ai le mot en anglais. Alors ça, c'est terrible, hein, Allez, quand vous vas-y, vas-y, commencez vas-y, le jack of all tant pis pour les trades. commentaires. Tant pis pour les commentaires qui vont dire: «Ouais, vos anglicismes, il faut parler anglais quand on fait de l'audio», voilà. Ouais, moi, en plus, j'ai encore une excuse encore pire, c'est que moi, je bosse avec des clients anglais, toute Et la bah oui, semaine, voilà. jour et nuit, Ouais. donc alors du coup, moi, je passe mes journées à switcher français-anglais. Je Mais un peu t'excuse, je t'excuse. mais le côté un peu jack of all trades, c'est-à-dire le fait d'être capable de faire un peu tout, parfois peut donner l'impression à pas mal de gens qu'en fait, comme tu es un peu bon dans tout, Ouais. tu es pas expert dans tu expert dans rien C'est un et peu vrai, hein, malgré tout, forcément, si tu divises ton temps de journée, à faire 4 tâches, bon, bah, tu explores un peu moins que si tu faisais, la même tâche toute la journée. Après est-ce qu'elle te lasserait pas un peu? Tu vois, par exemple, le bien mastering, si je sûr. faisais du mastering toute la journée, est-ce qu'au final, je le ferais pas un petit peu moins bien parce que je le ferais avec moins d'envie? Je sais pas. Je sais pas, c'est Ouais, discutable. ouais, Mais bon, en tout puis cas, je ce qui est sûr d'un point de vue technique, de faire beaucoup de choses, c'est intéressant, mais forcément, tu es un petit peu moins fort, que quelqu'un qui ferait que ça, je pense. bien sûr, puis je pense que mais après moi je pense aussi au fait que dans le domaine de l'audio, tu as des portes concomitantes et parfois le fait de faire autre chose te donne une idée pour faire, Ouais, dans ton domaine principal. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de techniques de sound design, vraiment à l'image, que j'ai apprises et ça m'arrive de le réappliquer dans la partie musicale parce que je me dis: «Ah ça serait intéressant de le faire comme ça» et donc ça exact. crée des techniques un peu moins orthodoxes, Ouais, ouais. mais en même temps, je m'en fous de l'orthodoxie, Oui, oui. donc ça m'intéresse pas. Ouais. Mais, Ouais, ouais, bah, mais par exemple, moi, c'est vrai que dans le cas du mastering, tu vois, le fait d'avoir fait de la prod, d'essayer aussi de sortir mes prods, de les faire connaître et donc de toucher à tout l'aspect business, musical, marketing et tout. En fait, c'est un truc qui me permet de conseiller, bah, mes clients et que ce soit d'un point de vue, «business» entre guillemets, bon avec toute la modestie parce que pour l'instant j'ai pas encore percé, mais en tout cas, je m'intéresse au rouage et je sais comment il faudrait faire. Pour l'instant, j'ai pas encore réussi, mais voilà et puis par contre la production, bah, c'est vrai que quand quelqu'un m'envoie un titre, je sais tout de suite le guider sur l'aspect production, même jusqu'au choix des sons. Ce que fait pas toujours normalement un ingé mastering. Normalement, il est là un peu pour vraiment, un peu plus pour la partie technique et moi j'essaie de remonter un peu plus loin puisque, entre guillemets, «j'ai les connaissances» et ça fait, 20 ans que je fais de la musique et ça, c'est vrai que je pense que c'est un atout et c'est un atout en plus par rapport aux IA, qui sauront peut-être pas le faire. Faire un bon mastering, l'IA, elle pourra peut-être le faire assez rapidement, mais par contre donner des conseils, pertinents et artistiques, ça pour l'instant on a encore un peu de marge. Donc ouais, je te rejoins, c'est vrai que de faire pas mal de choses, ça permet de connecter les choses entre elles et peut-être des fois, de faire un petit peu, différemment, ce que tu fais parce que tu as un background derrière, quoi. bien sûr, Comment on dit background en français? un arrière-plan. Ouais, mais tu vois, ça veut rien dire. Ouais, bah, moi j'ai un gros arrière-plan derrière, tu vois? Ça me permet de faire du mastering. Comme quoi, voilà, on peut pas des fois ne pas utiliser les mots Alors on anglais. peut trouver des mots, genre une histoire quoi, j'ai une histoire avec, Ouais, mais là tout de suite ça se la pète, voilà, tu vois? ah mais, est-ce qu'en tant que Français, on se la pèterait pas tous un peu finalement? Mais pas du tout, pas du tout. Est-ce qu'on râlerait pas un peu? Mais pas du tout. Et du coup, tu dis que ça fait 20 ans que tu es un peu dans la musique et cetera. Quand est-ce que tu as remarqué, que tu avais une fibre musicale? C'était quoi un peu le déclencheur qui et ensuite le parcours que ça a amené quoi? Oh, le déclencheur, je l'ai pas senti au moment, ouais, peut-être le déclencheur, le premier, c'est quand je traînais avec des potes, j'allais beaucoup en boîte, enfin déjà, ouais, ma première boîte de nuit, j'ai ultra kiffé. Il y avait Prodigy et Daft Punk à l'époque qui jouaient. Enfin pas en live, hein, mais les DJ passaient du Prodigy et du Daft Punk. C'était déjà la première révélation, c'est j'adore danser sur la musique, j'adore sortir, j'adore la fête et cetera. J'adore l'alcool et donc ouais, la première révélation, c'était ça. La deuxième, c'est en sortant du coup, bah, avec beaucoup de potes, j'ai commencé à rencontrer des potes DJ. On traînait un peu en after et puis du coup, bah, il y avait des potes qui mixaient un peu en after et là, ça m'a tout de suite donné envie de mixer, d'être DJ. Donc ça, c'était un peu la révélation, où là, vraiment, j'ai senti que j'avais envie de faire ça, tu vois? Je me suis dit: «Allez, il faut que je fasse ça». Par contre, avec du recul, en fait, là, moi, je me suis buté à Jean-Michel Jarre, à partir de 5 ans, ouais, parce que mon père m'a mis,
un concert de Jean-Michel Jarre à Lyon, je crois. Et c'est d'abord les feux d'artifice qui m'ont attiré et après c'est la musique en fait, le son, la texture des sons électroniques. Je me souviens que ça me captivait et donc j'ai demandé, qu'on m'achète des CD de Jean-Michel Jarre et puis j'ai écouté les trucs en boucle et avec du recul, c'était les tracks les plus, enfin les «moins mainstream» entre guillemets qui Mmh. m'intéressaient chez Jean-Michel Jarre en fait. Les plus, où il y a plus de texture, plus de trucs un peu bizarres et je me souviens que dans la cave, on avait un orgue, type Farfisa, un truc électronique, un orgue, électrique. Ouais, c'est ça. Et en fait, je passais des heures dessus à juste appuyer sur les boutons, puis à écouter ce que ça faisait, si je tripotais des trucs et ça, je devais avoir 6 ans, un truc comme ça. Donc en fait, j'ai toujours aimé la texture du son électronique, beaucoup plus que d'autres choses. Genre la guitare électrique, ça m'a jamais rien fait, par exemple, tu vois? Mmh. Alors que mon frère, lui, est un gros fan de hard de métal, de death metal et donc c'est vraiment le son du synthétiseur ouais, qui m'a attrapé quoi, en fait, clairement. Et après du coup, donc ça, c'était un peu le déclencheur et comment tu as transformé un peu tout ça après au fur et à mesure? Est-ce que ça t'a donné envie de pratiquer un instrument et de faire un peu le parcours un peu classique, d'aller en école de musique et cetera? Ou à l'inverse, tu complètement parti dans autre chose et tu écoutais juste de la musique comme ça? Non, bah, du coup, j'ai pratiqué assez vite puisque, enfin assez vite. Maintenant ça paraît tard quand tu commences à t'y mettre à 20 ans, un truc comme ça. En fait, là, aujourd'hui, j'ai 40. J'ai commencé à mixer à quel âge? Ouais, peut-être 19 ans, un truc comme ça. Après, ouais, j'ai toujours aimé, toucher des synthétiseurs et cetera. Dès que j'avais l'occasion, je trou ça me rendait, enfin, ça me captivait totalement. Donc ça, oui, mais après, j'ai commencé donc à mixer, donc à acheter des platines, vinyles, à mixer, en after, pour mes potes, puis après du coup un petit peu dans des before, dans des bars, puis après dans des boîtes de nuit. Donc j'ai commencé en fait à l'activité de DJ qui a tout de suite a pris assez rapidement. En fait, j'ai jamais cherché des dates et c'est toujours des gens qui m'ont contacté pour mixer à droite à gauche, donc en fait ça s'est vite déclenché et après, bah, quand tu es DJ, tu t'intéresses au matos et donc j'ai acheté ma première machine qui est là que tu vois pas, mais c'est une RM1X de Yamaha. Un vieux machin, et donc bah, je l'ai acheté et j'ai commencé à bosser dessus, à faire des trucs, que j'ai gardés d'ailleurs. C'est marrant parce que du coup, quand je réécoute ça, tu as les tracks, elles sont tellement, comment dire? Spontanées, naïves et sans aucune règle et Ouais. elle est super en vrai, il faudrait que je la reprenne et que je sais pas si c'est possible de reprendre un vieux truc comme ça, et de le refaire, mais en fait, comme je n'avais aucune connaissance, musicale, ni des machines, ni de la technique, ni rien, bah, en fait, tu fais un truc, quelque part qui est super intéressant parce que justement tu pars de zéro et donc ouais, donc du coup, bah, à l'époque en plus il y avait pas YouTube, il y avait même pas vraiment internet et peut-être un peu audio fanzine, mais bon, c'était super galère de trouver, des moyens de faire fonctionner les machines et en plus je parlais pas anglais donc les notices, je Mmh. crois en plus que je l'avais acheté d'occasion, il y avait même pas la notice avec, donc ça réglait le problème et donc bah, tu testes et puis quand tu tournes là, alors d'abord tu passes 20 jours sur le cut-off, parce que c'est le truc le plus le plus Fiou, sympa. oui, Ouais, voilà. «Oh fiou. ouais, c'est bien, putain, j'ouvre, je vais faire le cut-off». Tout le monde l'a fait ça, de se buter sur le cut-off et puis, et après voilà, j'ai acheté une deuxième machine que tu vois là, que j'ai beaucoup moins aimée d'ailleurs, je l'aime pas trop cette machine là, c'est une MC 909 je crois, un truc comme ça, ouais. Mmh. Qu'est-ce que c'est comme machine d'ailleurs? Attends, je sais même plus. C'est pas une ému Ouais, quelque c'est ça, chose? Une Ah, c'est Roland M Roland? une Roland MC 909 et il y avait, tu sais, ils appelaient ça les beams laser, c'est des petits, comment ça s'appelle? Des détecteurs de présence et en fait, tu Ah! pouvais, adapter, comme ça, tu pouvais ouvrir le filtre, fermer le filtre ou faire du glide, des trucs comme ça avec les mains, donc c'était assez rigolo. Okay, so this is the function over there. Tout de suite après le côté DJ, j'ai voulu commencer à faire de la musique et donc, bah, j'ai acheté des machines et donc j'ai commencé à composer, et aussi ma troisième, c'était il est là, on le voit pas, le fameux, Micro Korg, que tout le monde a eu. D'ailleurs, il y a la V2 qui est sortie il y a pas longtemps là, Ouais, ouais, bah, moi, le microcords, après je crois après qu'il 20 ans. est là, mon microcords, normalement, il est juste quelque part Le là. le 1er donc, ouais. Ouais, ouais, le premier c'était mon 1er synthé? Je crois que c'est mon premier synthé. Je crois que c'est mon premier Ouais, synthé. ouais, bah, c'est le 1er synthé de tout le monde et c'est marrant ce succès du micro-cordes parce que le workflow est à chier, Ouais, parce que voilà, pour programmer un son, mais c'est horrible, donc en fait, je pense que tout le monde l'a utilisé un petit peu avec les presets qui étaient très bons pour le coup ouais, c'est ça. et le vocodeur qui était assez marrant, assez ludique, donc c'est peut-être le ça qui a fait son succès, mais en tout cas, c'est pas le fait de pouvoir faire des sons dessus, hein. Ouais, Je crois je que j'ai pense que jamais fait un son c'est dessus. je pense que c'est juste le fait d'avoir une première approche
d'un synthé avec peu de boutons. Du coup, ça fait un peu moins peur que quand tu arrives. Alors, tu vois, moi, je sais que le synthé que je recommandais souvent, c'était le Mini Brut 2 parce qu'en fait, tu as vraiment ce côté où tu as un bouton pour chaque truc. Donc, c'est pas trop. Oui, 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 il C'est est très, très simple, très ludique le Mini Brut. Voilà. Ouais. Mais. Et pas cher à l'époque. Et Je me souviens quand il était sorti, ça avait fait du bruit parce qu'un synthé analo à ce prix-là, c'était du jamais vu, je crois. tout à fait. Et du coup, mais c'est vrai que que sur celui-là, tu peux vite te sentir un peu pris dedans parce qu'en fait, t'as vachement de trucs et des fois, t'as des choses qui se passent, tu fais: «Mais pourquoi ça se passe comme ça? Je comprends pas». Et donc c'est vachement et comme t'as pas de système de preset, tu peux pas partir de quelque chose et après le modifier, tu vois? Donc je pense Ouais. que Puis il portait c'était bien son nom, Brut, c'était, enfin, ouais, brut de décoffrage le son, quoi. C'était ah de assez ouf, violent, je me souviens. de Ouais. ouf, de ouf. Mais ouais, ouais, non, je pense que c'est pour ça que le microKORG il a bien marché, c'est qu'il avait des sonorités puis Ouais, en il était plus, simple et puis il avait une bonne gueule aussi, ouais, un côté beau, quoi. ouais, ouais, moi j'étais tombé, moi je me rappelle, si j'arrive à le retrouver pour mon monteur, mais le truc qui m'avait fait acheter le synthé, c'était une vidéo YouTube d'un mec qui faisait une démo avec et j'étais en mode: «Oh, c'est dingo ce qu'il fait avec, c'est trop stylé en termes de sonorité». Mais au final, c'est pas si impressionnant que ça avec le recul. C'est juste moi qui étais juste un giga kéké qui trouvait ça trop stylé, alors qu'en vrai, c'est pas si impressionnant que ça. Mais du coup, tu as eu tout ton parcours DJ. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire bah, déjà du mix, faire du mix et après d'aller vers le mastering, en fait? Du mix, c'est-à-dire tu parles, DJ ou Non, non, vraiment le mixage, mix? pour des artistes et cetera. Commencer à faire un peu, bah, en fait, pas faire que du mix live, mais aussi de se dire: «Bah, en fait, je vais, pour d'autres artistes, aller faire du mixage et également, proposer le mastering». Mmh. Parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde, hein. Tu sais, moi, je me serais jamais vu faire du mixage pour d'autres, hein. Ouais, ouais. Par exemple, tu Alors vois? du coup, j'en fais pas, j'en ai fait très peu, hein, du mix parce que c'est, beaucoup de responsabilités, beaucoup de temps, il faut être très patient et puis en plus quand tu débutes à faire du mix, forcément tu tombes sur des clients, bah, forcément amateurs parce que, bah, comme toi tu l'es aussi entre guillemets, bah, tu factures pas très cher et du coup, c'est les gens qui démarrent qui viennent te voir et du coup, ils viennent avec beaucoup de problèmes, Oui, avec, des tracks qui sont un petit peu toutes pétées, ce qui fait que, bah, toi, comme tu as pas encore assez de connaissances, tu as du mal à t'en sortir. Tu fais un truc qui est assez différent de eux, ce qu'ils ont l'habitude. Ils ont pas l'habitude de faire mixer leurs tracks, ce qui fait que ça crée souvent des problèmes parce que: «Ah ouais, non, mais je reconnais pas et tout». Donc en fait, les premiers mix que j'avais fait, c'était pas agréable. Le dialogue avec les producteurs était pas super agréable. Je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup de temps, qu'il y avait beaucoup de retouches, très exigeant et je me suis dit: «Je vais pas avoir la patience». Mais en fait, non, comment je m'y suis mis? Du coup, en fait, en vrai, je suis arrivé direct au mastering, ouais. d'accord. Parce que donc le côté DJ, forcément, j'ai acheté des machines et puis après, bah, quand tu veux, alors le côté DJ, c'est un truc qui m'a toujours éclaté. Je pense que j'ai un besoin, il faudrait que j'aille voir un psy pour ça, mais un certain besoin de me faire aimer des gens ou de me représenter devant du monde, hein. C'est pas pour rien que j'allume la caméra tous les mercredis, en live et que je parle à des gens, que je parle tout seul à des gens, quoi. Je pense qu'il y a j'ai un besoin de communiquer avec les gens, que ce soit d'une manière vocale ou avec, les platines. Hem, voilà, donc bon, après le tout c'est de le savoir et de l'assumer, quoi. Mais donc ouais, ce côté DJ déjà me plaisait beaucoup d'avoir, bah, une foule, enfin des gens en tout cas, que ce soit, des fois, 20 personnes ou des fois à d'autres dates où c'était, 3 ou 4 000 personnes, mais la sensation était toujours à peu près la même. Donc voilà et après pour essayer d'avoir des dates un peu plus importantes, alors j'ai toujours été, partagé entre, est-ce que je pousse ma carrière de DJ ou pas? En fait, en vrai, je l'ai pas poussé. Alors, je dis pas que ça aurait marché, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, je l'ai pas moi, j'ai pas cherché à la pousser parce que c'est un métier un petit peu dangereux quand même, le métier de DJ. Que ce soit par, le fait de se coucher à des heures pas possibles, un métier fatigant, un métier où tu es confronté, forcément, bah, à l'alcool, à la drogue, à tout ce qui tourne dans la fête, à des gens aussi qui sont pas toujours très sains, hein, voilà, des milieux où tu peux même avoir aussi, des milieux un peu mafieux et cetera dans le milieu de la nuit. Donc c'est un métier qui est quand même un peu particulier, hein. Je veux pas caricaturer, mais il faut forcément, y être, préparé. Moi, j'aime bien picoler, je m'en suis jamais caché, donc c'est vrai que voilà, si je quand je fais des DJ sets, entre guillemets, «pour être dans l'ambiance», tu es obligé de boire un petit peu, quoi, parce que j'ai déjà essayé de mixer complètement sobre. Bah, du coup, les gens, ils sont un peu bizarres quand toi, tu es sobre et quand eux, ils sont déchirés. Et donc ouais, forcément, c'est un métier où tu dois te mettre un peu dans l'ambiance, où tu dois boire des coups, tu te fais payer des coups et voilà, donc qui est un peu peut-être, dangereux d'un point de vue santé, en plus de faire
si tu réussis de faire des allers-retours en avion, puis aussi te retrouver tout seul, dans des chambres d'hôtel après avoir pris, 2 heures d'extrême plaisir à jouer devant du monde, mais après tu te retrouves tout seul comme un con dans ta chambre d'hôtel, dans ton aéroport, dans ton avion où, pour ces 2 heures de plaisir, bah, tu as fait 2 jours de route entre guillemets, qui sont pas très sympas. Mmh. Donc je sais que tout ça, c'est pas un truc qui me faisait rêver et c'était peut-être bien pour moi de me préserver à faire mes petites dates, on va dire, dans la région avec mes potes et voilà quoi. Donc mais du coup ça continue, hein, parce que je continue à faire, une date, 1 ou 2 dates, enfin une date par mois à peu près et toujours dans des endroits que je connais avec mes potes et je me régale. Et bon bref, du coup, malgré tout pour pousser un peu le truc, bah, je me suis dit comme tous les DJ, il faut commencer à faire de la production en fait. Parce qu'aujourd'hui les DJ produisent, d'ailleurs utilisent des fois des ghost producteurs parce qu'ils ont pas le temps de le faire. Pour en fait être sur, les charts dans Beatport et bah, le fait d'être dans les charts, tu te fais repérer et en fait tu peux négocier des plus gros festivals et des plus gros cachets. Donc en fait aujourd'hui, le DJ se doit de produire, c'est quasiment une étape obligatoire. Donc s'il sait pas faire, il demande à quelqu'un de le faire à sa place en son nom, quoi. Ce qui fait que bon, moi j'ai commencé à faire de la production, alors pas pour ça, mais parce que ça me plaisait aussi, mais il y avait un peu c'est le but un peu commercial et le but un peu plaisir. Et donc, bah, vu que mes premières prods étaient finies, bah, il fallait bien les masteriser et comme j'aime bien tout faire, bah, j'ai commencé à masteriser mes propres prods, voilà. Du coup, je suis arrivé à faire du mastering, au début, j'ai détruit mes prods en faisant du mastering. J'ai détruit les prods de mes amis, auxquels je m'excuse, voilà. Je les faisais pas payer, hein, mais ils me demandaient de masteriser leurs prods et je pense que le résultat était moins bon, après qu'avant. Puisqu'en fait, tu mets du au début, tu sais pas masteriser, tu fous du loudness partout, de la compression, de la limitation, de la saturation et en fait, voilà et donc bah, voilà, je suis arrivé après à affiner mon mastering et après à le proposer, plus sérieusement à des amis, puis après à des clients et cetera et de fil en aiguille, après j'ai ouvert mon studio et cetera. Mais bon, tout le monde passe un peu par là, hein, par des accidents, on va dire, Oui, bien sûr. il faut bien essayer. Après le tout, c'est d'essayer d'en être conscient, puis voilà, de pas faire payer, des prestations qui sont pas à la hauteur et de passer toujours, je pense, par cette phase de, je propose gratuitement à des potes et en tout état de cause, ils savent que voilà, pour l'instant, je m'y essaye un peu, quoi. Bien sûr. Mmh. Ah, c'est marrant parce que c'est vrai que du coup, tu t'es orienté vachement vite vers le mastering. Moi, dans ma tête, et je pense que dans la tête de beaucoup de gens, le mastering, c'est un truc un peu mystérieux qui fait un peu peur parce que, en fait, on imagine le mixage parce qu'en fait, globalement, le mixage, c'est vraiment le fait de trouver la balance et de positionner, d'arriver à avoir quelque chose de sympa en termes d'écoute et le mastering, c'est là où on va venir, faire les derniers petits coups de pinceau, les dernières petites finitions, les trucs, où parfois même on commence à arriver à des niveaux de production où parfois même le mastering, c'est presque un challenge parce que les mecs, ils produisent tellement le truc, ils sont déjà Mmh. tellement forts au mixage que le mastering, on se retrouve à devoir faire des petits 1 mais parfois c'est le un petit 1 ou 2 qui fait la Ouais, différence. c'est ça. Ouais, bon, c'est assez rare, hein, enfin, après, ça dépend. J'ai fait une émission là avec un ingénieur de mastering et pour le coup, on n'avait pas trop la même approche où moi, j'ai plutôt tendance à y aller au mastering. Mmh, S'il faut le faire, je le fais et il y a d'autres approches où vraiment ils respectent le son, y compris avec éventuellement ses défauts. mmh, Ils essaient de pas trop pousser le truc pour en effet, être dans les 5 tu vois, ouais, d'amélioration ou de transformation. Moi, si je peux transformer 20 je le fais. Parce que, et alors je le fais avec mes propres prods aussi, c'est un peu pour ça. Parce que le mix, c'est pas une étape à laquelle j'aime pas trop mixer mes prods. Je m'éclate pas trop au mix, c'est une étape moi qui m'emmerde un peu. Si je pouvais faire mixer mes prods par quelqu'un, je pense que je le ferais. Ce qui fait que maintenant je réintègre le mix dans la production pour justement pas séparer et pas me refaire cette étape chiante où je dis: «Allez, j'exporte, je repars de zéro, je reclasse mes pistes, je mets mes trucs» et puis voilà. Et en fait, au mastering, je récupérais des choses que j'avais pas envie de faire au mix, ce qui est pas très bien. mmh, Mais, je me laissais une grande marge de manœuvre au mastering, ce qui fait que ça m'a toujours éclaté de faire du mastering parce que pour le coup, je voyais vraiment une vraie différence entre avant et après, quoi. Hem, parce qu'il y avait des problèmes dans mes mix et je les réglais. Alors, normalement, il faut pas faire ça, hein, mais on y arrive quand même un peu, quoi. Donc voilà et c'est ce que je fais aussi un peu avec une partie de mes clients parce que comme, mes clients, ils me trouvent un peu aussi sur YouTube, bah, forcément, je me confronte à des clients amateurs, hein, sans pas du tout dans le mauvais sens du terme, mais amateurs, c'est que le fait qu'on débute, quoi et du coup, avec des mix, parce que les producteurs, ils mixent leurs pièces au lieu de mixer leur musique. C'est-à-dire que leur pièce a 20 dB de grave en trop. Donc du coup, je vais recevoir un mix avec 20 dB de grave en moins et ils y peuvent rien parce qu'en fait, leur référence, c'est leur écoute et c'est leur pièce. bien sûr. Donc ce qui fait que, bah, moi, je suis là pour ajouter j'exagère, hein, mais je suis là pour ajouter, 5 ou 6 dB de grave
Et du coup, forcément, bah, le producteur dit: «Ah ouais, putain, ça sonne pas du tout pareil». Bah oui, oui, parce que, il faut que tu l'écoutes ailleurs de ta pièce avec un casque, avec des références et voilà et c'est je trouve assez satisfaisant en fait j'appelle ça sauver les meubles, pareil sans sans le côté, le truc est tout pourri, c'est pas qu'il est pardon, je m'étais mis en silencieux mais ça ne marche pas. C'est pas que le truc est tout pourri, c'est qu'il y a des défauts à cause de la pièce ou à cause des trucs et donc bah, moi je suis là pour, rectifier ça et pour, sauver les meubles d'une prod qui aurait pas pu, je pense, être publiée comme ça, telle Ouais. quelle sur les plateformes, auxquelles il fallait vraiment rajouter, ou enlever des choses pour que ce soit, acceptable et du coup, je pense que pour le client, c'est cool parce qu'il se retrouve avec un truc qui était difficilement écoutable en tant que tel, à un truc qui est OK, on va dire, quoi. Donc voilà Ouais. et après j'ai d'autres clients où c'est des pros ou des semi-pros où là, en effet, c'est de l'ordre de 5-10 quoi et là, c'est pas le même boulot, du coup. Ouais, bah, c'est clair. Bah, de toute façon, je pense qu'il y a, il y a il y avait déjà de base des grosses différences entre quand on travaille avec des pros, semi-pros et des gigas, cadors du milieu de toute façon. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que même avec ça, tu arrives à avoir vraiment des workflows très différents d'une personne à l'autre, que ce soit dans le mixage ou dans le mastering. Et je trouve qu'on arrive à des niveaux de production où les morceaux sont presque tellement produits que du coup le mastering il est vraiment minime. Mais surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que les mecs sont, enfin, en gros, avec l'avènement d'Internet et l'internationalisation des gens, en fait, on a une sorte de connaissance générale qui s'est fait que maintenant le niveau a monté vachement fort et du coup tout est extrêmement bien produit. C'est-à-dire que Ouais, ouais. constamment, je tombe sur des mecs que j'ai jamais entendu parler. Les mecs, ils sont dans leur micro-niche, ils font un style de musique, c'est ultra bien produit. Et parfois même, je vois des trucs où je me dis, j'aurais jamais imaginé ça il y a 10 ans, un truc tout bête. J'écoute un groupe je crois qu'il s'appelle Magnolia Park, je crois, si je dis pas de Ouh là, je ne bêtises. connais pas. C'est un groupe alors à la base, ils font du punk rock et ils ont fait un morceau un peu vénère avec deux producteurs, Ethan Ross et Platinum. Et en fait, Ouais, c'est devenu une sorte de morceau un peu à la Bring Me The Horizon et à la Linkin Park, un truc un peu d'accord. néo-metal machin. Et du coup, c'est devenu vachement bien parce que c'était un peu aux F-tiers leur truc avec le punk rock. Du coup, ils sont Ouais, partis à fond là-dessus. Et en fait, c'est devenu une sorte de mélange entre du métal et de l'électronique parce qu'on retrouve des codes de tous ces morceaux électroniques. Alors, j'ai pas le nom du genre, mais il y a eu toute une vague de genre de musique, tu sais, où t'as des mecs qui avancent là avec des sortes de slow-mo un peu mal alpha, machin, tu sais, avec des sortes de synthé un peu chelou. Et, euh, et j'ai vu cette vague-là arriver, et du coup, ils l'ont mélangé avec du métal, et ça marche vachement bien, étrangement, tu vois. d'accord. Bah, de toute Et façon, aujourd'hui, le mélange des styles, c'est une des clés aussi, je pense, de la réussite de pas mal de producteurs, c'est d'arriver à prendre des éléments à droite à gauche de styles qui sont opposés et surtout réussir à les faire cohabiter. c'est ça. Mais du coup, je trouve ça super intéressant de voir que, euh, parce qu'il y a eu Internet et parce qu'il y a une mutualisation des connaissances, Mm. et que c'est beaucoup plus facile de trouver une information alors que 20 ans en arrière sans Oui, internet, alors, oui, oui, pour le j'en meilleur ai et pour le parlé la pire. semaine dernière là. En ce moment, il y a des modes quand même avec des youtubeurs ou des tiktokers qui disent tout et leur contraire et avec des modes de déglinguer des vieilles techniques qui ont fait leurs preuves. Et aujourd'hui, franchement, quelqu'un qui débute dans la musique, quelque part, je le plains un peu parce que trop d'informations tue l'information. Et aujourd'hui, pour trouver le bon youtubeur ou qui va nous parler de la bonne technique et tout, c'est compliqué parce que je te dis, tu regardes TikTok ou YouTube, t'en as un qui te dit utilise des low-cuts et l'autre qui te dit non, n'utilise pas de low-cut jamais de ta vie parce que les low-cuts c'est le mal. Donc peut-être qu'on était dans une vague où oui, d'accord, Internet, les tutos et tout a vraiment aidé à améliorer les choses. Et là, on arrive peut-être à une période de trop plein avec aussi beaucoup de débutants qui regardent des tutos et qui veulent refaire ça dans leur chambre et qui répètent sans trop avoir compris aussi, le truc et notamment sur TikTok. Alors c'est pas du tout encore une fois, genre boomer, TikTok c'est de la merde du tout. C'est juste une constatation et que du coup, bah, t'as beaucoup de conneries qui sont dites aussi et quelqu'un qui débute, comment il sait si c'est une connerie ou pas? Et avant, c'était moins le cas quand même. Des gens qui faisaient des tutos, ils avaient un peu de background, c'était un peu leur métier. Mmh. Voilà, tu pouvais dire: «OK, bon, bah, lui, il a fait ça, je pense qu'il dit pas trop de la merde». Maintenant, tu regardes TikTok, tu vois un jeune dans sa chambre qui te donne une technique et bah et qu'est-ce qu'il a fait pour, connaître cette technique? Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, mais je pense qu'en vrai, ça existait déjà avant, ça s'appelait juste, le bouche à oreille, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous eu, ce moment où tu rencontres d'autres gens qui font de la musique et qui te donnent un conseil et qu'en Ouais, fait, ouais, mais c'était tu pas assez. moins, tu vois, c'était Oui, moins oui, mais moi ouais, j'ai moins fait ça plein de choses ouais. sans réfléchir parce qu'on m'a dit: «Ouais, fais ça comme ça». Je fais: «OK». Tu vois, Ouais, ouais, ouais. quand tu connais rien, je pense que tu te poses pas la question et tu fais juste, «OK, lui, il a l'air de savoir ce qu'il fait». Peut-être que ça se trouve, il savait pas du tout ce qu'il faisait et c'est juste qu'on lui a dit ça un jour, il l'applique bêtement, tu vois? Ouais, ouais, En c'est sûr. en plus, moi j'ai fait une école de musique et de sound design. Clairement, je me retrouve avec plein de gens du même niveau que moi, qui me donnaient des conseils et moi j'étais en mode: «OK». Parce que vraiment tout le monde m'avait l'air bien plus expert que moi donc en fait, Oui, oui, bah, après dans ouais, dans une école, c'est sûr, tu mais vois, ouais, mais tu vois, peut-être pour pallier à ça, et c'est un truc que les gens font pas, je pense, c'est, quand vous regardez un youtubeur ou quelqu'un qui vous donne des conseils, allez écouter ce qu'il fait, s'il fait du mix, du master ou de la musique, et puis si vous êtes OK avec la qualité de musique qu'il fait, écoutez ses conseils parce qu'en vrai, il y a pas vraiment de règles. Il y en a un qui va dire, «Il faut un low cut», l'autre il va dire: «Non». Bon, en vrai, on s'en fout, mais c'est juste, d'essayer de vérifier qu'est-ce qu'il a fait pour dire ça. Est-ce que du coup, vous pouvez l'écouter? Parce qu'autant vous allez écouter quelqu'un qui vous donne des conseils et vous allez voir que sa musique, elle vous correspond pas du tout et c'est pas dans votre vibe. Ce qui fait que potentiellement, si vous écoutez sa manière de produire, vous risquez de faire des conneries parce que ça va pas aller dans le sens de ce que vous voulez faire, quoi. Ouais, je pense que c'est important ça. ouais, je suis très, très d'accord et du coup, Et je tu en as pense un que c'est un truc, les gens ont pas la curiosité d'aller écouter, bien sûr. ce que font les youtubeurs ou les tiktokers, ouais, d'avoir la curiosité juste d'aller écouter en fait, tout simplement. Bah, oui, puis de toute façon, en fait, je pense que les shorts ont été une bénédiction pour certains aspects parce que ça a permis à des gens qui n'arrivaient pas à percer de trouver un format dans lequel ils ont réussi à se faire pour ensuite, après, aller vers d'autres formats. De toute façon, c'est assez classique, hein. Les gens rentrent par une porte et finissent par aller Ouais, dans ouais. dans d'autres portes parce que, bah, aussi, tu pas envie de faire tout le temps la même chose parce que tu pas envie de t'enfermer dans un truc mais de l'autre côté, ça a aussi démocratisé ce truc de devoir toujours trouver, une nouvelle technique, un nouveau truc à présenter, Ouais, même ouais, s'il parce y a qu'à un moment donné, ouais, c'est ça, ouais. À un moment donné, les shorts, tu vas pas réinventer 25 000 fois, l'équalisation, parce qu'à un moment, ça a été fait que 25 000 fois et donc il faut que tu trouves ton petit truc qui fait que tu arrives à percer l'algorithme parce que ça fait des commentaires ou des vues ou j'en sais rien, mais c'est sûr, c'est sûr. Après, pour être humble, je m'inclus là-dedans, hein. C'est-à-dire que moi, autant je donne peut-être des conseils de merde, hein. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre va voir mes vidéos et va dire: «Mais non, mais lui, il fait n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'il faut faire». Pareil, hein, je dis pas que moi je détiens la vérité et j'essaie toujours quand je donne un conseil, je dis: «Bon alors, c'est ma façon de faire, maintenant, vous faites ce que vous voulez, moi je vous dis juste comment je fais». Mais c'est pas pour ça qu'il faut faire comme ça ou que vous devez faire comme ça. Mais évidemment, enfin, tu vois, moi je quelque part, tu vois, je me sens même pas la légitimité la lé des gens qui me disent: «Tu devrais faire faire du tuto payant. Comme ça te permet de gagner de l'argent, rentabiliser la chaîne YouTube» et moi je me vois pas en fait, faire payer mes connaissances parce que j'ai du mal à penser qu'elles sont, véridique, on va dire, tu vois ce que je veux dire? mmh, oui, je vois très bien, je vois très Voilà. bien. Après YouTube, je raconte ma vie, je raconte des trucs, les gens ils veulent écouter ou pas, c'est leur problème, mais voilà quoi. C'est pour ça il faut toujours faire attention à ce qu'on dit et pas trop affirmer des choses parce qu'en vrai en musique, il y a pas de enfin les gros producteurs, c'est ceux qui ont brisé les règles quoi, de toute façon. Bien sûr. Et en parlant de briser les règles, je sais pas si c'est la bonne transition, mais du coup, on a parlé un peu de YouTube. Donc, tu disais que tu faisais des lives tous les mercredis, etc. Et que bon, ça, c'est un truc que tu as eu aussi envie de faire parce que tu aimes bien avoir des retours positifs des gens, etc. C'était quoi l'idée initiale quand tu as commencé ta chaîne YouTube, tu vois? C'était quoi le truc qui t'a dit, ah, faut vraiment que je me lance sur YouTube? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, maintenant, ton rapport à YouTube, c'est quoi? Oh Tu vois? là, ça fait beaucoup de questions, mais la première c'était juste avoir du matos gratos et pouvoir, avoir des super chats, et essayer de récupérer l'argent des abonnés, voilà. Ouais, make Ça, sense. c'était vraiment le but, tu vois, le but de base, Bien dès le sûr. départ, voilà. Non, non, alors la vérité, j'avais commencé à faire quelques vidéos YouTube. En fait, en vrai, les premières vidéos, j'ai fait genre un test de casque ou un test du Faderport, je crois, de Mmh. Presonus. En vrai, je crois qu'à aucun moment, je me suis posé la question de pourquoi je le faisais. Tu vois, je me dis: «Tiens, je vais allumer la caméra, je vais faire un test parce que je trouve ça cool, en fait». Enfin, après, Mmh. j'ai toujours beaucoup aimé, partager mes connaissances et pareil, sans doute dans un besoin de d'être aimé par les gens. Après alors j'ai bossé chez Apple aussi, je dis ça parce que j'ai été formateur chez Apple pendant 5 ans, dans un Mmh. Apple Store.
J'étais spécialisé vidéo et musique en fait et Apple, moi j'étais un gros fanboy d'Apple, j'adorais cette marque, un peu moins en travaillant chez eux après, mais du coup, ouais, pour moi travailler chez Apple à l'époque, c'était un peu le graal. Alors, ouais, pour faire encore plus loin, je travaillais dans une boîte d'architecture et je faisais de la 3D en fait. Je faisais des images 3D et au début, je me suis orienté, je sais pas pourquoi, vers l'architecture, alors que ça me passionne pas du tout. Comme quoi des fois on fait des choix dans la vie, tu sais pas pourquoi tu les fais. Et du coup, ouais, je commençais vraiment à m'emmerder, dans le monde de l'architecture avec, des gens qui sont pour la plupart pas très sympas ou qui te demandent de travailler, très vite pour pas cher et qui te disent jamais bravo. Ouais. Heu, bon, il y a d'autres métiers où c'est comme ça, mais le métier d'architecture, c'est assez particulier. Donc ouais, du coup, j'ai eu l'opportunité d'aller bosser chez Apple et être formateur, et donc, spécialisé Logic et Final Cut et un peu photo. Donc pour moi, c'était génial parce que c'était trois domaines qui m'ont toujours intéressé, photo, vidéo et musique. Et donc j'ai appris chez Apple à enseigner. Et les formations d'ailleurs chez Apple étaient vachement, vachement bien. On est parti, 4 semaines, à l'étranger, Oh là là. pour apprendre ça par des mentors. Et donc, ils m'ont appris à structurer mes idées, à faire une intro, une conclusion, à annoncer un programme et tout. Et donc je pense que naturellement, bah, j'ai commencé à vouloir faire des vidéos pour partager ça, quoi. Et puis j'ai toujours, quand des potes venaient à la maison, tu vois, ils me disaient: «Ah, ça sert à quoi ça?» Et puis pendant 1 heure, je leur parlais d'une machine parce que ça me plaisait Mmh. de partager les connaissances. Donc déjà, je pense que c'est ce besoin de vouloir partager ce que j'ai appris ou ce que j'ai découvert. Donc j'ai commencé à faire des vidéos comme ça sans me poser la question et en fait le vrai déclic, c'est le confinement. Qui pour moi, je suis désolé de dire ça parce que ça crée des trucs assez horribles, mais pour moi, c'était une bénédiction le confinement. Ouais, c'était une période de ma vie qui était géniale, le confinement, mais qu'est-ce que j'ai kiffé ça et encore, je suis désolé pour ceux qui ont eu des problèmes, qui ont perdu des proches et tout, ça craint de dire ça. Bah, voilà, de manière honnête, je suis désolé de le dire, moi, c'était une période qui était à la fois super anxiogène, hein, parce que je suis, hypocondriaque et voilà, donc je suis pas D'accord. sorti de chez moi pendant longtemps et tout, donc c'était à la fois difficile et tout, dans ce sens-là, où j'avais peur de mourir à chaque instant. Mais le fait d'être enfermé, le fait d'être enfermé chez moi et d'être obligé d'être enfermé, mais quel kiff quoi franchement, et surtout qu'en plus à l'époque j'ouvrais mon studio de mastering là où je suis actuellement, qui est pas chez Mmh. moi et donc j'étais un peu en transition et puis bon, du coup, on était 2 à l'appartement, donc voilà, la personne avec qui j'étais, ne travaillait pas, donc pour jouer le jeu, j'ai dit: «Allez vas-y, je prends mon matos et puis je remets le studio, à la maison comme c'était avant dans 3 mètres carrés», donc j'ai joué le jeu et donc je me suis aussi enfermé volontairement. Mais pour moi, c'était trop cool, quoi. Enfin, je sais pas toi, le confinement, comment tu l'as vécu, mais Ah mais moi en fait à ce moment-là, alors c'était très chiant et à la fois très bien parce que moi étant un grand introverti, moi le fait de ne pas avoir d'interaction sociale directe avec des gens, c'était très c'est plaisant, c'est parfait. parce que moi j'étais en mode, bah, en fait je passe mes journées dans mon studio et à ce moment-là j'étais, responsable dans une école, donc d'une filière audiovisuelle, donc c'était très chiant parce qu'eux ils pouvaient pas tourner, ils pouvaient pas faire leur tournage et cetera, donc c'était un peu relou. Mais d'un autre côté, ça me permettait vraiment d'avancer vachement plus vite parce que j'avais moins à gérer de l'humain et j'avais plus à faire avancer ce sujet-là. Puis après, Ouais, OK, ouais. comme j'avais pas le transport sur Paris à ce moment-là, parce que du coup je restais chez moi, bah en fait je faisais vraiment Ouais, mes horaires et hop, allez je switchais, je passais sur mes projets de jeu. Et ça d'accord, c'était OK. trop bien parce que du coup j'avais vraiment plus de temps pour moi, plus de temps pour bosser sur mes projets. Et en plus ça a duré quand même un petit moment et en plus même quand il y a eu un peu un déconfinement et machin, il y a eu quand même une période où il y avait quand même pas mal de télétravail. Ouais, d'accord, OK. Donc ça m'arrangeait quand même pas mal, ça me permettait de dire: «Bon, bah, OK, hem, la vie reprend son cours, mais en même temps, Ouais, ouais. je peux être un peu en Ouais, ouais, tu distanciel, fais ce que donc tu veux. Ouais. c'est quand même, c'était quand même plutôt cool». Après, il y a eu plein de soucis, mais en fait, moi, j'ai toujours fait partie de la team, moi, il fait beau dehors, OK, bah, je ferme le store et je je vais sur mon PC et je Ouais. fais ma Bah, moi, vie. c'est-à-dire que ouais, c'est ça, c'est que le mot confinement, je fais: «Ah OK, c'est ça mon rythme de vie depuis 10 ans, confinement, OK, Ouais, c'est d'accord, ça. je» voilà, parce que c'est vrai que moi, alors moi, ouais, en plus, là, j'avais pas de j'étais, à mon compte complètement. Donc Mmh. là, pour le coup, j'avais plus du tout de travail. Donc j'avais mes journées libres pour faire ce que je veux, ce qui m'est jamais arrivé depuis très, très longtemps. Et donc, dans ce sens-là, juste de pouvoir m'orienter sur mes projets perso et juste faire des trucs que j'ai jamais le temps de faire, c'était génial. Et Ouais. notamment, bah, le concours de Jean-Michel Jarre, où Jean-Michel Jarre, à cette période, avait fait une application, autogénérative de musique autogénérative qui s'appelle Eon et il a lancé un concours de remix. Donc j'ai dit: «Ah putain, j'ai le temps, vas-y, je m'y mets». Donc Jean-Michel Jarre, enfance, mon Dieu vivant à l'époque, voilà. Bon, maintenant j'ai changé de de type, j'écoute beaucoup plus de choses, mais à l'époque, c'était, Jean-Michel Jarre pendant, du matin au soir. Donc Ouais. voilà, c'était un peu mon celui
enfin, en tout cas, c'est le mentor, quoi, tu vois? Tu as des mentors dans la vie. Moi, je sais que Bien c'est sûr. Jean-Michel Jarre qui fait que peut-être ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à lui, quoi. Peut-être que si j'étais pas tombé sur Jean-Michel Jarre, peut-être qu'on serait pas en train de parler en ce moment. Donc voilà, et du coup, il lance le concours de remix. Donc moi, je passe un temps de ouf. J'ai fait 4 ou 5 versions, différentes. Chaque fois, je reprenais à zéro et tout. Et donc, bah, du coup, j'ai fini 3e sur le concours, ce qui fait que, il a parlé de moi en direct, j'ai reçu un prix et tout. Et pour moi, c'était genre un truc, enfin, tu vois, je sais pas si toi, tu as une star, d'inatteignable, quand cette personne-là, juste dit ton nom en direct en disant, «Bah, écoute, j'ai bien aimé, ton remix parce que ci, parce que ça». Je dis: «Putain, waouh, j'ai eu la validation, du mec que j'écoutais, quand j'étais gosse de 6 à de Dieu 6 m'a à 13 ans». validé. Ouais, voilà, quoi, c'est juste extraordinaire que pour une fois, lui a écouté ma musique et il a dit: «OK, c'est cool, j'aime bien», quoi. Donc pour moi, c'était, genre, j'ai dit: «OK, allez, j'arrête ma carrière». C'est arrivé plus tôt que prévu, finalement, j'arrête tout, je retourne à l'architecture. Non, mais du coup, ouais, c'est tout con à dire, mais c'était un très, très grand moment pour moi qui s'est passé pendant le confinement, justement. Donc c'est pour ça aussi que c'était une période assez cool. Et donc voilà, tout ça pour dire, que, bah, on s'emmerdait un petit peu et à l'époque, moi, on avait une team MJ Tuto, je sais pas si tu connais de nom? Ouais. Voilà, c'est quelqu'un aussi, mon deuxième mentor qui m'a énormément appris puisque ses tutos pour le coup étaient super bien et c'est lui vraiment qui m'a appris toutes les grosses techniques, de mix et de production et c'est devenu un ami maintenant donc voilà deuxième truc cool, c'est que, quelqu'un qui était aussi mon mentor, bah, maintenant c'est quelqu'un, avec qui j'ai eu contact, en direct, on va dire. Jean-Michel Jarre est pas devenu un ami, mais on est en cours, hein. Il m'appelle souvent, j'ai pas toujours le temps de répondre, mais il Oh là, il quel homme! insiste, il insiste. Ouais, il insiste, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Non, mais donc voilà et donc bah, du coup, il avait une grosse team MJ, sur Discord, sur laquelle j'allais beaucoup, ce qui fait que j'ai fait des connexions, avec, pas mal de producteurs, ce qui avant n'arrivait pas, où j'étais tout seul à faire ma musique et j'en parlais à personne parce qu'à Nice, j'avais pas de potes qui faisaient de la musique. Ça, c'était assez chiant d'ailleurs. Et donc, bah, du coup, je parlais avec beaucoup de monde et puis, pendant le confinement, bah, j'ai dit: «Ouais les gars, vous savez quoi? On se fait chier, ça vous dit pas, parce qu'en fait, on faisait des visios entre nous où on parlait d'un sujet. Et genre pendant le confinement, tous les mercredis, justement, bah, on allumait les caméras et puis on parlait entre nous, de compresseurs, de machin, enfin on geekait quoi. Et j'ai dit: «Bah les gars, vous savez pas quoi? Enfin est-ce que ça vous dit pas? J'ai une chaîne, YouTube sur lequel je poste deux trois trucs. Apparemment on peut faire du live, on s'en fout, on se met en live quoi». Et donc voilà, j'ai commencé la chaîne YouTube le mercredi, avec, des potes, de la team MJ. Et puis on lançait un sujet. Alors aujourd'hui on parle des compresseurs ou je sais plus quoi. Et donc, bah, pendant le confinement, vu que tout le monde était chez soi et tout le monde s'emmerdait, bah, le live a tout de suite pris, quoi, en fait. On a tout de suite, Mmh. enfin, j'ai tout de suite je dis «on» parce qu'on était plusieurs à le faire. C'était moi qui chapeautais le truc, mais on était une team et donc on était, je sais pas, genre 20-30, tu vois, comme spectateurs, ce qui est quand même pas rien quand tu commences un live avec, 0 audience. Tu as quand même 20 personnes qui te suivent et qui interagissent dans le chat. Donc j'ai trouvé le truc super cool et j'ai dit: «Bon, bah, on fait ça tous les mercredis». Et donc, bah, depuis le confinement, j'ai pas lâché le truc. Alors mes collaborateurs, eux, ils ont repris leur vie, normale. Voilà, donc ils pouvaient pas forcément suivre le truc, mais en tout cas, moi je m'y suis tenu et c'était une bénédiction parce que vu que moi j'ai un peu du mal à faire les choses et je repousse beaucoup, bah, là, le fait de savoir que tous les mercredis, c'est marrant d'ailleurs parce qu'avant d'allumer, le live, je vois qu'il y a 20 personnes qui sont déjà connectées genre un quart d'heure avant, tu vois? Donc ça veut dire que, quoi qu'il arrive, j'ai 20 personnes qui attendent que j'allume la caméra pour m'entendre, dire des conneries, quoi. Donc ça veut dire que je me sens obligé de le faire et donc ça veut dire que je le fais tous les mercredis et donc c'est ça qui m'a permis, je pense, de me tenir et de faire, grimper la chaîne YouTube, tranquillement. Donc voilà le truc, en fait, je me suis jamais posé aucune question sur pourquoi je fais ça, ça s'est fait tout seul, en fait, voilà et je Non, c'est continue à le faire intéressant. juste parce que ça me fait plaisir de le faire. Voilà, quoi, Ouais, vraiment. c'est intéressant parce que moi, je sais que moi, j'ai tendance je pense que c'est mon côté anxieux, mais j'ai tendance à beaucoup réfléchir aux choix que je fais et aux trucs que je fais et je l'anticipe et je le prépare Ouais. avant de faire parce Tu fais pas que les choses par hasard, quoi, c'est ça. ouais, bah, il y a des choses que je découvre et que je fais enfin, en fait, il y a des choses que je découvre et du coup, par hasard, je me lance là-dedans, mais moi, par exemple, la Donc je veux vidéo, dire, ça tu te pourrait lances pas dans un truc, sans y avoir non. réfléchi avant, quoi. Ouais. Non, non, bah, par exemple, YouTube, en réalité, l'envie de faire du YouTube, ça datait de 2013, en réalité et je me suis lancé en 2017.
En fait, Ah ouais, il a fallu que tu je passe. réfléchi. Bah, en fait, c'est juste Ouais. que je me suis toujours dit, tant que tu n'as pas un sujet vraiment intéressant où tu as une vraie expertise, un vrai point de vue à apporter, ça sert à rien parce qu'en fait, j'ai voulu faire, enfin, j'ai fait des tests de vidéos gaming, des tests de vidéos d'analyse d'animé, j'ai fait plein de trucs dans mon coin et j'étais pas satisfait. Donc en fait, j'étais en mode ça sert à rien parce que je trouve que tu n'apportes, enfin, je trouve Ouais, que je ouais. n'apportais rien et qu'il y avait rien d'intéressant là-dedans. Et c'était des choses que j'avais qui existaient déjà. Donc j'étais en mode mais en fait, ça n'a aucun intérêt. C'est pas bien Parce- ça, c'est pas bien ça. Donc, Faut pas faire ça. mais je suis très autocritique. Mais par contre, tu vois, Ouais, ouais. il y a des trucs que j'ai testé. Mais à chaque fois, je teste. C'est-à-dire qu'en fait, je pars pas du principe que ah non, je suis trop nul, je vais pas le faire. C'est je teste, je vois si ça me plaît. Si je Non suis mais c'est ça, ouais, content, ouais. Ouais, ouais. je pousse le truc. Si je vois que ça me plaît pas, je le fais pas. Et en fait, Non, c'est c'est bien d'être autocritique, mais je pense qu'il faut quand même faire les choses. Tu vois? ah C'est-à-dire que bah, tu je le suis fais quand d'accord. même et après tu dis: «Bon, bah, j'ai fait de la merde». Tu vois? Par exemple, moi, les lives, si je réécoute, je pense, les premiers lives qu'on a fait, sans doute, j'ai dit des énormités, gigantesques, d'un point de vue technique. Parce qu'au début, voilà, j'étais pas il y a des trucs sur lesquels j'étais pas au point. Donc, j'ai dû dire de la merde, mais c'est pas grave, hein. Bien sûr. Non, mais après, Enfin, c'est pas grave. je- Il y a des gens qui Ouah. parlaient de moi en disant: «Ouais, les jeunes youtubeurs, qui disent de la merde, faut Ah, se les méfier». TikTokers, Voilà, hein. ouais, on est tous le boomer ou le con de quelqu'un, ça c'est sûr, hein. Ah, Mais après voilà, il faut faire quoi. Mmh. bah oui, de toute façon, avec le recul, je pense que maintenant, si je devais le refaire demain, je pense que je tenterai plus en fait. J'aurais tenté plus tôt. Mais Mmh. bon, je pense que ça fait toujours partie du process de. Oui, 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 si on n'a pas fait les choses, à l'heure où on les a faites, enfin si on n'a pas fait les choses avant de les faire, à l'heure où on les a faites, c'est qu'on n'était pas prêt et qu'il fallait peut-être pas le faire, quoi. Moi je me dis toujours: «Ah putain, j'aurais dû commencer, la musique sérieusement il y a 10 ans en fait quoi, le Bien projet sûr. musical», tu vois? Et je me dis: «Là c'est trop tard» et en fait si je l'ai pas fait, c'est peut-être que j'étais pas prêt à le faire, tu vois? Tout simplement. Mmh. Mmh. Et en parlant de ça, on fait des très belles transitions, c'est très Ouais, pratique. c'est moi parce que je devine tes questions et j'essaie de te faciliter la tâche. Ah, quel talent, quel talent. Et je t'ai quand même Euh, reçu pendant 2 heures dans l'émission, hein, je sais comment tu fonctionnes, hein. euh, Est-ce que tu as fait des erreurs dans ton parcours que tu te dis, avec le recul, tu te dis, ouais, ça en vrai, j'aurais peut-être pas dû le faire ou j'aurais dû le faire autrement. Et tu te dis: «Ah quand même», tu vois? Moi je sais que j'en ai plein, je pourrais t'en donner des exemples si t'as pas d'idée, mais je trouve que enfin, tu vois, les erreurs, ça fait partie du parcours et ça fait partie du fait qu'on se dit: «Bon bah, si j'ai fait ces erreurs-là, ça m'a amené là où j'en suis et à cette réflexion-là». Mais en même temps, il y a un truc que tu dis: «Ah, t'aurais quand même peut-être pu prendre un si t'avais pas fait cette erreur-là, t'aurais peut-être pris une Ouais. accélération ou un truc comme ça, quoi». Mmh. Alors il y avait la deuxième question, c'est comment tu te sens dans YouTube aujourd'hui? Mais Ah oui, peut-être c'est on la vrai. garde on la garde pour plus tard, mais parce qu'elle est intéressante je pense, puis ça serait cool Ouais. d'avoir ton avis aussi. Mais écoute, c'est tellement dur à dire parce qu'en vrai, j'ai pas de gros regrets, tu vois? J'ai pas un truc, je me dis: «Putain, quel con, j'aurais jamais dû faire ce truc-là, précisément». Ça non. Ou par exemple, oui, tu vois, je me dis, ouais, la musique, maintenant j'ai 40 piges, de faire un projet, entre guillemets «sérieux», musical, tu vois? Parce que mon projet Sequence, c'est, de l'électropop, donc quelque chose qui s'écoute. Alors qu'avant, j'ai en tant qu'architecte, j'ai fait de la techno, tu vois? J'ai sorti, je sais pas, une trentaine de morceaux techno, donc dont je suis content, mais c'est bam bam bam, le truc bourrin qui est fait pour être joué en festival, tu vois? C'est pas des trucs que Ouais. je vais faire écouter à mes parents. Et dans le projet Sequence, il y a un peu cette idée, tiens, un jour, si je fais un vinyle, j'offrirai à mes parents et ils seraient susceptibles de l'écouter. Enfin, c'est pas le but Ouais. ultime, mais c'est pour dire, tu vois, je fais une musique qui est, un peu plus mélodieuse, un peu plus accessible. Bon bref, et du coup, je me dis: «Ouais, c'est peut-être un peu tard maintenant pour démarrer ça», par rapport à tous les jeunes là qui en veulent, qui ont du temps et puis qui ont des nouvelles techniques et des nouvelles approches, j'ai l'impression d'être un peu dépassé. Et c'est dur d'ailleurs de se mettre, au courant de ce qui se fait parce que tu vois maintenant ce que font les jeunes, tu dis: «Oh putain, ouais, impressionnant niveau sound design, niveau style», et tu vois, des fois je me rends compte que j'ai pas trop les codes de la musique, qu'écoutent, les jeunes de 20 ans, quoi. Bref, et du coup, je me dis: «Est-ce que c'est trop tard?» Mais tu vois, par exemple, j'ai fait le choix, je sais pas pourquoi, d'aller dans le graphisme, parce que moi j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé l'art, j'ai toujours aimé créer, j'ai toujours eu ce besoin de créer des choses, quoi que enfin, que ce soit musical ou matériel ou quoi, j'ai toujours aimé bricoler. Et donc je suis parti dans une école d'art qui m'a fait dévier dans la 3D, dans l'architecture. Voilà, un peu de manière, avec du recul, j'ai dit: «Mais pourquoi je suis parti là alors qu'en fait l'architecture ça m'a jamais passionné, quoi?» Et j'ai quand même fait, 10 ans dans l'architecture. Je me dis, alors que la musique, ça a toujours été un truc qui m'a toujours passionné depuis mes 6 ans, pourquoi j'ai pas commencé à faire une école d'ingé son ou un truc comme ça? Tu vois? C'est trop con, alors que mes parents en plus, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui pouvaient me payer une école privée. Ils auraient pu me payer une école à Nice, d'ingé son. Mais peut-être qu'en faisant ça, je serais devenu ingé son, tu vois?
Oui. Et avec un but, enfin, je sais pas, peut-être dans une grosse structure ou que j'aurais fait que ça et peut-être que j'aurais pas eu du temps pour tester des choses et peut-être qu'aujourd'hui je Mmh. serais juste, ingé son à faire du mix ou du mastering et pas d'autre chose, tu vois? Peut-être. Alors peut-être que ça m'aurait mené vers une voie qui finalement m'aurait pas plu parce qu'elle était peut-être un peu plus directe et un peu plus professionnelle, j'en sais rien et ça tu pourras jamais le savoir, quoi. Donc voilà, après, je sais pas. J'ai peut-être eu besoin aussi, tu vois, par exemple, le graphisme, de faire de la 3D, de faire du graphisme sur Photoshop, de la photo, de la vidéo. C'est des trucs qui me servent aujourd'hui dans mon projet parce que j'ai pas besoin de déléguer, quand je fais une pochette, quand je fais une photo, quand je fais, des logos, je les fais moi-même. Donc finalement, tout ça, ça m'a aussi permis de faire des choses aujourd'hui. Donc en vrai, non, j'en sais rien. J'ai pas un truc où je me dis: «Je regrette, j'aurais pas dû, faire comme ça». Je sais pas. Peut-être, peut-être de prendre des décisions un peu plus radicales et un peu plus vite, peut-être ne ouais, prendre un peu plus de risques, on va dire. Je suis assez, moi, je fais les choses assez, un peu comme toi, peut-être un peu moins, mais je pèse quand même le pour et le contre. Quand j'ai des décisions à prendre, en tout cas, je pèse un peu le pour et le contre et peut-être des fois qu'il faudra être Bah un peu plus radical. Le bah, seul je trouve truc, par contre, mmh le seul truc, ouais, je te laisse parce que avant d'oublier, c'est la procrastination. Ça, c'est un truc, mmh. et j'arrive pas encore à le régler et je sais qu'en travaillant plus, en perdant moins de temps, en me disant: «Vas-y, là, au lieu de geeker en regardant, quel est le nouveau plugin sorti, juste faire de la musique ou juste, vas-y, fais des choses», ça, c'est le truc que j'ai toujours fait et ça, je le regrette parce que je sais que j'ai perdu énormément de temps en repoussant les choses, quoi. Voilà, ça, c'est le Bah, oui, truc, oui. et sur lequel je travaille encore parce que j'ai tendance à, tu vois, le matin, j'arrive, j'ai des idées, je dis: «Il faut que je fasse du son», puis du coup, comme c'est compliqué de se mettre dans un processus créatif et cetera, tu as plus vite fait d'aller relire tes mails ou d'aller sur WhatsApp, parler à des collègues et en fait, il est 14 heures, tu as toujours rien fait, quoi. Donc ça, et ça fait longtemps que je le fais, il faut que j'y travaille et peut-être que j'en serais pas là si j'avais corrigé ce gros problème de procrastination. Voilà. Donc vas-y, pardon, je te laisse. Ah non, mais t'inquiète, c'est super intéressant. Non, non, mais en vrai, je trouve qu'en fait, la prise de risque, tu vois, comme je disais, il y a des trucs sur lesquels j'ai pas pris beaucoup de risques, mais il y a d'autres trucs où j'ai fait en fait, ce qui est super bizarre, c'est que j'ai fait des hold-up sur des prises de risque que j'aurais pas dû faire, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand tu pas grand-chose à perdre, tu vois, moi, quand j'ai fait mes plus grosses prises de risque, je les ai fait, en fait, quand j'étais encore chez papa-maman et que j'avais la vingtaine. Donc en fait, le risque, tu vois, et l'impact que ça peut avoir, il est minimum. Oui, Quand oui, oui. tu as, quand tu as acheté une maison, quand Ouais, ou ouais, même ouais, que ouais. juste tu as un loyer ou que même tu as des gosses, tu as des gens qui Tu des dépendent de enfants, bah toi, ouais, tu là vois? là. Mmh. Je pense que d'un seul coup, ton le fait de prendre un risque a un impact tellement plus énorme que d'un seul coup, tu es beaucoup plus hésitant à faire ce choix-là, à prendre un risque vraiment énorme, tu vois? Parce qu'il t'impacte pas que toi, quoi. C'est ça, parce que d'un Mmh. seul coup, ton impact, il est plus énorme, tu vois? Moi, quand je suis sorti d'école, j'ai pris la décision de me lancer en freelance direct, ce qui est un choix le plus risqué et le plus vénère que tu peux faire. Alors que la plupart des gens, quand ils Ouais. sortent d'école, ils vont Ouais, ils se chercher font le CDD, embaucher, ouais. CDI dans une boîte et cetera, tu vois? Puis continue à apprendre en plus parce j'imagine entre l'école et la vie réelle, bah, ouais, tu as un gouffre, quoi. C'est ça et en fait, si j'avais fait ce choix-là et que j'étais parti dans un CDD, CDI, où j'avais eu l'opportunité, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui parce que en fait, je serais resté dans ce sorte de train-train quotidien qui Ouais. m'aurait pas amené là où j'en suis maintenant, tu vois? Et je me serais pas habitué à la liberté, donc je me serais pas habitué au fait de dire: «Oh ça me fait chier de faire des horaires fixes, tous les jours, et de devoir des comptes à quelqu'un à ce niveau-là», tu vois? Donc je pense qu'il y a cette prise de risque-là où en fait, je pense que et aussi plus tu dis, moins tu as envie de vraiment faire un hold-up et faire: «Allez, je Ouais, jette ouais, tout ouais. et on y va, c'est parti!» Ouais, Les ouais, c'est montagnes sûr, russes, c'est tu sûr. vois? Ouais, quoique après maintenant ça se fait beaucoup, hein, les gens qui changent de carrière à 50 ans, ça se fait alors qu'avant ça Ouais, se mais c'est faisait la jamais, crise de quoi, la tu vois? cinquantaine, c'est classique, c'est Ouais, voilà. Moi je suis dans la quarantaine, là, je suis dans la crise de la quarantaine. c'est Tu quel quand âge toi j'ai déjà? Je sais plus. j'ai eu 30 ans il y a Ah 2 ouais, semaines. ouais, tu beaucoup plus jeune, ouais, ouais. Ah bah, j'ai Et commencé tôt, ouais. hein, j'ai commencé en j'ai ma carrière je mon ma boîte de freelance, je l'ai lancée à 21 ans, je crois. Mmh. Donc vraiment, j'ai fait le parcours, Ouais, ouais. straight. Ouais. Donc Après, ouais, c'est sûr que tu vois, je me dis pas forcément j'ai commencé trop tard, mais je me dis: «Allez, vas-y, là, tu as 40 ans, faut faire maintenant, quoi». Parce que, oui. c'est sûr, c'est pas à 50, ou à 65 piges que je vais avoir une carrière d'artiste à faire des tournées et des concerts, tu vois? Mmh. Donc là, je me dis: «OK, c'est peut-être pas trop tard, mais par contre, faut pas trop traîner, quoi». Donc c'est vrai que ça te met un peu une pression supplémentaire que tu as pas forcément, quand tu démarres un peu plus jeune, quoi.
Ouais, mais tu le ouais, non, temps, mais tu un peu je plus de vois temps. je vois ce que tu veux dire et en même temps, je me dis on vit une époque formidable où de plus en plus de gens arrivent à se lancer très tard ou à faire des choses qu'ils auraient pas fait avant très tard. Tu vois, Ouais. là, quand on en a parlé, j'ai pensé à ça, mais tu vois, Thomas Bangalter des Daft Punk, tu vois? Qui a fait, une grosse carrière dans la musique électronique et qui là se retrouve à faire des projets solo, avec Oui, des oui, projets puis plus là, c'est du tout au orchestraux et tout en cetera, plus. tu vois? Ouais. Ouais, ouais et je trouve ça super intéressant, tu vois, d'avoir, de voir que des gens même on pourrait penser sur une fin de carrière, en fait, ils continuent à développer quelque chose de complètement différent et de tester des choses nouvelles, tu vois? Et je me Ouais. dis: «Bon, si eux peuvent le faire, la plupart des gens peuvent aussi le faire». Faut juste après Oui, oui. trouver, le courage et la motivation et ça me permet de relancer sur procrastination. Mmh Hem, mh. moi, j'ai ma mère qui m'a toujours dit un truc et je pense que je l'ai suivi le plus tard, c'est: «Profite de tes années collège et lycée, c'est la période où c'est la meilleure période parce que c'est la période où tu as le moins de responsabilités». Et en fait, j'ai vraiment pris ça tellement à la lettre que j'avais vraiment le minimum syndical de moyenne, j'avais 12/20 dans tout et je faisais Oui, rien. pareil. Moi, c'était Voilà. 10,5, hein, j'étais Voilà, moi j'étais un petit peu plus, j'étais en mode bon comme ça à 12 on me fait pas chier, ouais. tu vois? Je suis juste juste là où il faut quoi et en fait, je prenais tout ce temps-là à côté pour développer tout ce qui était, tout ce qui m'intéressait. Donc je faisais du montage vidéo, donc je faisais des AMV, je faisais pour l'époque des forums, je faisais les chartes graphiques des forums, donc je faisais, les bannières, les nouveaux messages, pas de nouveaux messages, lock, je faisais, les avatars et signatures des gens et tout ça et ça m'a appris vachement de trucs qui je pensais que ça me servirait à rien et au final, tu vois, 5-10 ans après, bah, je fais des vidéos sur YouTube, donc j'ai besoin de faire du graphisme, Ouais, j'avais besoin de bah, faire ouais, du montage, et en fait, tu te rends compte que et ça il y a m'a tout qui développé aussi sert. une sensibilité à la musique, tu vois? Parce que quand tu fais des Mmh. AMV, il faut que tu trouves la bonne musique qui Ouais, va bien ouais. avec le bon animé et donc il faut que tu dois chercher des nouvelles musiques tout le temps parce que tu as pas envie d'avoir la même musique que Michel, qui fait son AMV à côté, quoi et ça m'a développé des trucs, je me suis dit: «Putain, en fait, avec le recul, toutes les expériences que j'ai accumulées, ça a été super intéressant et ça m'a aussi appris à être indépendant et à chercher des choses différentes», tu vois? Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est Parce pour que ça, je pense que mmh. je Vas-y, pense vas-y, que pardon. tu vois? Non, mais t'inquiète. Je pense que en fait, hem, le côté très indépendant, je l'ai développé parce que j'ai été très vite indépendant du système scolaire et de tout le système de base, en Ouais, fait. ouais. Mmh. Donc, j'ai fait un peu mon punk à chien, Ouais, anti-système bon dès le après c'est début. ouais, ouais. Ouais, c'est un truc je pense assez récurrent chez les artistes de manière générale, hein, de sortir un peu du système et tu vois, tu parlais de des meilleures années, les années collège, moi qui étaient des années top parce que je faisais que faire le con, vraiment sans insouciance quoi et en fait, j'ai vraiment pas l'impression d'en être sorti, hein, mais vraiment, Ouais. ouais, enfin, tu vois, je me dis: «Je suis toujours un adolescent débile qui fait des blagues, caca pipi», enfin, tu vois, des trucs, tu me vois en soirée, non mais je suis un gros débile quoi et j'ai vraiment pas l'impression d'avoir mûri et j'ai Mmh. toujours pas l'impression d'avoir des responsabilités, hein, en fait, et puis alors je vis au jour le jour, tu vois? Je me pose pas de questions sur l'avenir. Alors après bon, parce que voilà, je dis ça, c'est peut-être un peu facile parce que voilà, j'arrive à peu près à m'en sortir financièrement. C'est sûr que si j'avais des enfants et que le 15 du mois, il me manquait de l'argent pour faire les courses, c'est sûr que l'insouciance, elle est peut-être un peu plus compliquée. Mais moi, je veux dire, étant tout seul, voilà, le peu que je gagne, ça m'auto-suffit, on va dire. Donc c'est un peu plus facile de dire ça, mais ouais, tu vois, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir grandi, je continue à aller en boîte, 1 fois par mois et à me mettre des grosses murges comme je faisais quand j'étais ado, tu vois? Voilà, j'ai pas grandi, quoi. Mais je pense que ça aussi, c'est un truc, c'est presque un conseil que j'ai envie de donner aux gens de manière générale, ne grandissez surtout pas, on devient con, quoi, quand on grandit, quoi. Ah bah, c'est surtout que moi, je sais que ce que j'ai le plus développé en grandissant, c'est de l'anxiété, en fait. C'est-à-dire qu'en Bah, ouais, fait, des angoisses, des trucs que tu avais pas, qui riment à rien, tu vois? ouais, Des trucs ouais, ouais, débiles, quoi. ouais, ouais, je ça, Et en fait, ouais, quand tu vieillis, tu te chopes des angoisses qui sont débiles et que tu avais pas. Donc ouais, et puis, ça peut être surtout, hein, sur le métier, bien sur sûr. plein de trucs. Donc ouais, ouais, non, Faut j'ai pas rester trouvé jeune le dans mot. sa tête. Ouais, voilà, insouciant, insouciant. Insouciant. Ouais, Ah, c'est c'est pas vrai que c'est plus facile, mais facile. faut se forcer. C'est plus facile quand tu es insouciant en général de toute façon, hein. Tu te poses moins de questions, tu te mets moins de barrières et donc du coup par effet domino, tu vas même parfois plus loin. Donc c'est vrai Ouais, puis il faut que oser. Tout à l'heure, tu disais qu'il fallait tu pas. Tu vois, moi, quand j'ai commencé la chaîne, j'ai invité des gens. J'ai envoyé des mails à des gens pour les inviter, je pensais qu'ils me diraient non parce que ma chaîne elle avait 500 abonnés, ils en avaient 30 000 quoi. Et en fait, bah, la plupart des gens ils m'ont répondu oui, oui, oui. Ils m'ont oui, répondu oui, oui, ils m'ont répondu oui, exactement. C'était un moitié oui. UI, Non mais ils ont voilà. répondu oui parce que juste j'ai fait un mail sympa et puis j'ai osé et puis ils ont vu que j'avais l'air cool. Donc en fait ouais, faut pas avoir peur d'ouvrir des portes et se forcer à le faire si c'est pas ton truc, de se forcer un petit peu. En général, ça se solde au pire par un non et puis c'est pas grave, hein, tu t'en remets, hein. Juste un petit rappel au milieu de la vidéo pour te rappeler que tu n'as pas besoin de prendre de notes et qu'il y a une fiche résumée
directement en description, c'est complètement gratuit, donc n'hésite pas à en profiter. Allez, je te laisse avec l'interview. De toute façon, moi, ce que je dis souvent, c'est que si vous avez peur d'essayer quelque chose, au pire, il se passe quoi? Au Bah pire rien, du ouais, ouais, pire, quoi. ouais. Après ça dépend, il y a peut-être des gens qui ont très, très peur de l'échec et peut-être que c'est une angoisse aussi de d'avoir un mauvais Ouais, ouais, retour des gens. Je sais mais pas mais moi, mais bon. je pense qu'en plus, ce qui est super bizarre, c'est que en fait, le meilleur conseil que je peux donner aux gens à chaque fois, c'est, genre vraiment accepter l'échec, même embrace the échec. Bah, ouais, ouais, bah, Oh, c'est comme ça qu'on bah évolue, bah hein, c'est c'est surtout qu'en fait, plus tu l'acceptes, plus c'est facile de l'endurer, plus tu l'endures facilement, plus tu seras capable de enfin, moins tu vas y faire attention, en fait. Parce que si tu commences à t'attarder sur les premiers échecs dès le début et que tu te bloques là-dessus, c'est comme quand tu tombes de skate. Si tu fais du skate, que tu tombes et que tu remontes pas direct dessus, ça va être compliqué parce que tu vas commencer à avoir peur de monter sur ton skate, en fait. ouais, ouais. Et tu vas penser à la Après faut chute. être ouais, c'est sûr. Après faut être prêt quand même sur les réseaux sociaux aujourd'hui quand tu t'exposes. Il faut quand même être prêt à supporter, c'est pas je pense que c'est pas trop ton cas, c'est pas trop le mien, mais parce qu'on est entre guillemets, on a des petites chaînes, mais forcément quand tu es, gros youtubeur ou gros influenceur ou quoi ou qu'est-ce, tu il faut être prêt quand même à te prendre des Bien sauts de sûr. merde dans la gueule assez violents. Voir des menaces, voir des insultes, voir des trucs et Ah oui, oui. sincèrement, je sais pas moi si je suis prêt à ça, tu vois? Des trucs violents, tu vois? Et donc, quelque part, c'est une sorte d'échec, tu vois? Parce que tu vas faire une vidéo, quelque part, tu sais qu'il y a un truc que tu as pas géré. La plupart des gens, ils vont être sympas, ils vont pas te le dire ou ils vont te dire que ta vidéo est cool. Puis tu as toujours un connard qui va te dire méchamment le point sur lequel tu as merdé et toi, au Oui, bah fond oui, de bien toi, sûr. c'est très mal exprimé, c'est mal formulé, c'est méchant, mais toi, tu sais au fond de toi qu'il a raison et que c'est sur ce point-là que tu as merdé. Et c'est ça qui est dur à accepter parce que du coup, tu as fait un petit «échec» entre guillemets et on te le dit de manière, très méchante et c'est un peu dur. Donc il faut être prêt quand même à supporter ça et il y a certaines personnes, tu vois? Alors peut-être pas les youtubeurs MAO, mais des gros youtubeurs, je me dis: «Putain» ou même des musiciens, tu vois? Ils sortent un truc, sur YouTube, tu vois? Bon, alors je sais pas pourquoi je pense à ça, mais, Affida Turner, tu vois? Ouais, c'est son business model, hein, mais les insultes et les Ah sauts de merde le qu'elle se prend sur le truc, bon alors évidemment, elle le fait exprès, elle en joue, tu vois? Mais ça n'empêche qu'elle se prend quand même des réflexions ou je dis n'importe quoi ou, mmh. comment il s'appelle, celui qui a fait, je sais plus son nom, bref. Mais il faut être prêt quand tu es artiste à te prendre ça dans la gueule et Mmh, bien sûr. si tu faible et si tu enfin faible, pas dans le mauvais sens du terme, mais si tu es sensible, ça doit être quand même super difficile, hein, de se lever le matin et de tomber sur 150 insultes. Bon, voilà. Bah, surtout que alors, bon, je pense que c'est la première fois dans cette émission qu'on atteint le point Affida Turner, hein. Je crois qu'on l'a jamais atteint jusque-là. Bah, parce que c'est un bon exemple, mais tu vois, ça n'empêche que c'est une enfin, c'est une artiste, tu vois? Bien Bon, sûr, après on n'aime pas, mais elle c'est une chanteuse, elle fait des chansons, quoi. Donc mais c'est un bon exemple du mauvais côté des réseaux sociaux, Evita bien Turner sûr. avec le côté où en plus, le problème, c'est que les gens, en fait, envoient des messages sur sa vidéo, sans penser qu'elle va les lire, en fait. Tu vois? Ils Oui. parlent en gros, ils se parlent entre eux, les gens. Et en fait, ils ont pas vraiment conscience qu'elle va le lire et que ça peut lui faire de la peine parce qu'en fait, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de distance et voilà, quoi. Bah, c'est marrant, c'est que tu vois, jusqu'à, l'année dernière, j'avais jamais reçu de commentaires négatifs sur mes vidéos. Je pense que Ouais. ça n'est jamais arrivé. Bah, c'est parce qu'elles sont parfaites, Voilà. Non, en fait, c'est juste que je n'avais jamais pris de risque en donnant une opinion. C'est ça la différence, Ah c'est oui, que alors ouais, j'avais pas moi je donne tout le temps mon opinion, moi, donc c'est pour voilà, ça, c'est donc j'avais pas pris risque et là, il y a quelque temps, il y a eu 2-3 vidéos où je donnais mon opinion. Il y a eu la vidéo sur Starfield, mais j'ai l'impression que les enjeux sont tellement grands avec ce jeu que le côté audacieux a été complètement lissé. Où j'avais dit, de mon point de vue et au vu de ce qu'on voyait que ça allait être décevant parce que, ça se voyait que le sujet de l'audio, ça avait été, «sous-traité» entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils avaient pas pris le temps et ils avaient pas fait de recherche particulière sur le sujet, donc ça sent que on était sur du sound design digne d'un jeu d'il y a 10 ans, tu vois? Donc on avait 10 ouais. ans de retard là-dessus et que la musique n'avait pas une identité forte et qu'on du coup sur un jeu qui se veut avec, un truc un peu poussé, bah, ça allait pas être Ouais. transparent, enfin ça allait pas être transcendant et en fait, quand j'ai dit ça, les gens ont fait: «Mais tu peux pas dire ça, le jeu est pas sorti, qui es-tu pour oser dire ça?» Je fais: «Bah, c'est mon métier, 10 ans d'expérience donc je pense Puis que tu as le je». droit d'avoir un avis, hein, de toute Voilà et façon, c'est une opinion et ce qui est marrant, c'est que jusqu'à la sortie du jeu, j'avais vraiment pas mal de dislikes et tout ça, des gens qui étaient pas contents. Parce que, en fait, je suis tombé dans cette micro niche C'est des gens marrant ça, qui, c'est marrant ça, je te coupe, les dislikes, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, du moment que tu es pas de leur avis,
ils vont te mettre un dislike. C'est-à-dire ils vont exprimer, «Cette vidéo je l'aime pas parce que le mec est pas d'accord avec moi» et c'est quand même C'est fou, ça. on arrive alors que moi j'adore regarder des vidéos de gens avec qui je suis pas d'accord. Au contraire, je trouve ça intéressant de s'opposer, parce que du coup tu restes, tu vois, si tu regardes Bien des sûr, vidéos que des gens qui sont d'accord avec toi, tu deviens con parce que tu bien sûr. et c'est fou ce refus de pas être d'accord. Vas-y, je te laisse reprendre. T'inquiète, t'inquiète. Mais du coup, il y a eu ça. Et après la sortie du jeu, bah, j'ai eu plein de commentaires qui font «Oh, tu trop Ah raison et finalement, ouais. tout». Ouais. Eh bah, vous voyez? Et les pouces bleus qui sont revenus vachement après. Ouais. Enfin, et du coup, on arrivait à un équilibre. J'étais en mode. Et c'est fou à quel point les gens, ils ont vraiment. Enfin, ils se rendent pas compte à quel point il y a des choses que tu peux vraiment pressentir juste avec des petits détails. Et il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo Mac versus PC parce que je trouvais ça intéressant. Et je me suis dit, bon, j'ai un peu Oui, je donné l'ai vu, mon du coup, je suis avis. allé voir ta chaîne, il faut que je la voie, elle doit être intéressante celle-là. Alors j'imagine là ça a dû non, il y a pas si, En gros, j'ai voilà, osé c'est le dire. sujet, Voilà, là en fait, c'est Israël contre la Palestine, c'est moins clivant, hein, quand même comme voilà, c'est sujet. ça. Mais en fait, il y a eu des petits shorts et il y a un short où je dis si vous prenez un PC portable, j'ai dit je recommande de prendre un Mac, Ah bah oui. notamment parce que c'est un peu plus simple pour la réparation, notamment parce que le SAV est plus rapide et plus efficace. Que quand vous avez un PC Asus par exemple, vous allez envoyer votre PC, vous n'allez pas le voir pendant un mois, 2 mois, peut-être trois, en fonction des SAV, en fonction de la réactivité. Que Et puis parce que ça éclate un PC portable, hein, un PC Mac, rapport qualité-prix, bah puissance, on est d'accord. bah c'est surtout que ça dure plus longtemps en Ça fait. dure lent, C'est mon Mac il a 10 ans, mon MacBook Pro, ouais. Voilà, hein, les Mmh. MacBook, ils vont durer vachement longtemps. Un PC portable, en général, moi, au bout de 3 4 ans, j'en ai eu 3. Ouais, Les ouais, 3 ouais, en ouais. bout de 3 4 ans, ils étaient morts. Je pouvais Ils en plus peuvent l'utiliser plus, ouais. alors que j'ai pas un usage extrême, tu vois. Et donc ouais, pas trop de mauvais commentaires, ouais, ils se sont, offusqués. Ah bah, il y en a qui m'ont dit un Mac facile à réparer, plein de points d'interrogation. Je suis en mode, bah en fait, oui, Bah, tu c'est peux t'en cher é- par contre. Bah oui, c'est plus cher. Mais Ouais. ce que je dis, c'est que si t'as pas envie de te prendre la tête et que tu veux un truc où tu vas le faire réparer, enfin, si tu sais que tu vas pas t'en occuper toi-même, tu prends un MacBook, tu le fais réparer, ça te coûtera des sous, mais au moins tu t'en occupes pas. Si t'es bricoleur, bah oui, prends un PC portable. Si t'as envie après d'aller le démonter, d'aller chercher les pièces et de changer les pièces toi-même, vas-y. Mais si t'as Oui, qu'à te oui, mettre ton PC portable à le mort, de toute façon, il est mort, ton PC. Tu fais ce que faut tu veux. avoir envie, hein. Voilà. Donc, et il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent là-dessus. Et je te dis, mais vous regardez pas la vidéo en fait. Juste, en plus, je mets Mmh. un extrait et je mets le lien vers la vidéo longue pour que les gens puissent voir Ouais, l'avis ouais, complet. mmh. Et les gens, ils ont du mal avec ça. Je suis en mode, mais Ouais, bon après au c'est pas pire, grave, c'est ça fait, au pire, là c'est mon avis, tu vois. Je m'en fous. Enfin, oui, c'est oui, oui. pas. Voilà. Après tu peux prendre le truc à l'envers et te dire, je fais des vues, grâce à ça. C'est-à-dire que les commentaires forcément ça pousse l'algorithme. Alors évidemment tu vas pas Bien commencer à sûr. dire de la merde pour faire, pour faire des commentaires, mais c'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut se dire: «Allez, c'est le jeu de YouTube, si je fais un sujet, qui est clivant, bah, j'aurai des commentaires de merde et Bien sûr. autant, moi tu vois quand il y a quelqu'un qui me met un commentaire, j'en ai pas énorme, allez j'en ai un toutes les 3 vidéos, quelqu'un qui a pas compris ou qui exige des Ouais. choses. En fait, je me dis, ou alors qui me reproche d'avoir fait ça et qui me dit qu'il va pas regarder mon contenu. En fait, je me dis: «Mais, qu'il écrive, tant mieux». Déjà, ça peut Mmh. me faire me poser des questions parce que des fois, il y a des choses à en tirer et puis ça fait bosser l'algorithme. Donc en fait, en gros, en vrai, je remercie ceux qui mettent des mauvais commentaires, quoi. Bien sûr. Tant que c'est pas trop, tu vois? Tant que c'est pas personnel. Après, Oui, oui. voilà, si le mec il commence à m'attaquer personnellement, sur, mon physique, sur n'importe quoi, sur ma façon d'être, là, c'est vrai que forcément ça te touche et c'est plus compliqué. Mais tant que c'est, sur mon contenu, Non, mais en vrai, globalement, de toute façon, pour en revenir un peu au sujet, je trouve qu'en fait, dès l'instant où tu donnes ton opinion, de toute façon, ça va être clivant at some point parce que de toute façon, il y a des gens qui seront pas d'accord avec toi et ils le feront savoir. Moi, souvent, je prends quand même le temps de répondre en leur expliquant, voilà, je fais bon, bah voilà, tac, 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 tac. Parce que il y en a pas beaucoup. Donc en fait, je prends un peu le temps de répondre parce que, en fait, ce qui est marrant, c'est que les gens sont plus agressifs au premier commentaire, au deuxième commentaire, ils s'expliquent. Et ils sont vachement plus doux, bizarrement. Dès l'instant où tu as pris le temps de répondre oui, et que tu as mis oui. la forme, C'est vrai, des fois tu as un commentaire super mauvais, tu as envie de l'envoyer chier, en fait tu te rends compte qu'en répondant bien, ça désamorce un peu le truc et il y a des gens, ils écrivent sans se rendre compte qu'ils sont agressifs aussi, hein, c'est ça. ça il faut le prendre en compte, ouais. Ils écrivent un peu comme ils parlent, il y a pas toujours l'intonation avec, peut-être qu'ils auraient en vrai une intonation plus douce que ce que ça semble par écrit et le fait de désamorcer souvent ça marche, ouais. Ouais. Et en fait, ça se passe bien. Je crois que depuis le début de ma chaîne, j'ai dû supprimer un commentaire ou deux parce qu'il y avait vraiment, là, c'était insultant. Donc j'étais en mode, bah, ça Oui, sert à oui, rien. oui. Là, dans Oui, ce là cas-là, tu je verras. supprime, ça sert à rien. Et voilà, mais globalement, après, tu vois, par exemple, on parlait des erreurs, tu vois, moi je suis en mode, bah, en fait, moi je considère pas, tu vois, que Affiliate pour le coup, pour moi, je considère pas que c'est vraiment une erreur de parcours, tu L'exemple. vois. Ah bah on en est là, donc on va en parler, hein. Mais effectivement, ça a pris cette direction-là. Après, soit tu l'acceptes et tu t'en fais ta force et
ton élément différenciant, soit tu te dis bon bah ça me plaît pas et dans ce cas-là tu essaies de transformer un peu l'essai d'une manière ou d'une autre, tu vois. Tu t'en sers et tu le transformes. Mais tu vois, moi par exemple au début de ma chaîne, je faisais pas mal de vidéos sur le sound design, vraiment tu vois, bruitage à Ah l'image. ouais, je me souviens, ouais. Et en fait, beaucoup de gens disaient ah, Aurélien, c'est le sound designer. Et en fait, je suis en mode ça me plaît pas d'être rangé dans cette catégorie-là alors que je fais surtout de la musique de jeux vidéo. Du coup, Mmh. j'ai diminué la quantité de vidéos que je fais là-dessus. Et du coup, maintenant, là, il y a pas longtemps, quand j'ai fait ma vidéo sur Ableton Live 12, il y a des gens sur un serveur Discord qui m'ont fait ah, euh, est-ce que vous avez vu cette vidéo-là? Et il fait oui, c'est un compositeur de musique de jeux vidéo. Je fais ah, putain, enfin, Ah, bah, voilà. ça y est, le changement a été effectif. Donc des fois, faut juste. Il y a quelques petits changements à faire et des fois, ça suffit pour faire en sorte que ah, on m'a rangé là-dedans. Bah en fait, non, Ah je ouais. peux complètement prendre une autre direction et c'est ok en fait. Ouais. Bah, écoute, si tu veux, ça répond à la question qui était en suspens là, je peux enchaîner là-dessus sur le où je me sens, comment je me sens par rapport au YouTube. Ah, en plus j'allais faire la Tu transition vu? Mais après. tu vu? Je Ah, lis dans tes putain, on est pensées, trop fort. je te l'avais dit, je te l'avais dit. Attends, alors je reprends mon texte qu'on avait préparé donc Le prompt. non, non, on n'a rien préparé, on est en roue libre. Donc ouais, du coup, comment je me sens YouTube? Et justement cette problématique-là de, tu te pareil, hein, la les choses font que tu prends une direction que tu avais pas forcément envie de prendre. Et moi, au début, j'ai pris la direction du tuto technique, en fait, de parler beaucoup de technique, de matos et tout ça. Ce que j'adore faire, hein, parce que je suis très geek, j'adore le matos, j'adore les Ouais. plugins et tout, donc voilà, ça me plaît de le faire. Mais par contre, c'est vrai que tu t'enfermes quand même dans une catégorie avec ça, où tu deviens, VRP pour les marques. Hmm. Tu deviens aussi, influenceur, forcément, par la force des choses, hein. On est influenceur du moment que tu mets un produit, un clavier, un truc en avant, que tu fais une vidéo dessus alors que personne t'a rien demandé et que tu donnes ton avis, bon bah, tu les gens, tu es influenceur, quoi. Et encore pire quand tu commences à avoir les produits gratuits comme ça nous arrive, Ouais. où du coup, bah, forcément Ouais, «Ah ouais. ouais, bah, j'ai eu un synthé gratuit, je vais pas le déglinguer le truc, je peux pas». Enfin, tu vois, c'est pas logique. Une marque, elle peut pas t'offrir un synthé, tu vas pas dire: «Ah ouais, non, ça c'est nul, ça c'est nul». Bien sûr. Et même s'il Hmm. y a un problème un petit peu, que toi tu sais, il pourrait être embêtant, c'est super dur, parce que tu veux pas décevoir la marque. C'est même pas question que tu veux pas mentir, c'est juste qu'une marque, elle t'a fait Ouais. confiance, elle t'a filé un truc. Tu as pas envie de faire une vidéo où tu parles d'un gros point négatif de ce produit. À la limite, tu dis: Hmm. «Ouais, bah, je fais pas la vidéo», mais dans ce cas, on te file pas le truc gratos. Donc tu vois, ça te met quand même dans des problématiques que tu avais pas forcément et quelque part ça te fait des biais, c'est Bien obligatoire. Tu vois? sûr. Même que enfin, tu vois, on a beau dire: «Non, j'ai pas de biais, ma review elle est honnête», du moment qu'on t'a offert un truc, tu as un biais quoi, c'est obligatoire. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi? Bah, en Mais fait, moi, ce que j'ai fait, en fait, pour éviter, enfin, en fait, la seule marque qui m'envoie des produits gratuitement sans que j'ai rien demandé, c'est Arturia et c'est des VST que de toute façon j'aurais payé. Donc en fait, ça me dérange pas. Euh, Par contre, souvent, ce que je fais, c'est que quand je vois un produit intéressant et que je me dis ça peut être intéressant de le partager à ma communauté, dans ce cas-là, c'est moi qui fais la démarche de ouais, les ouais, contacter. Et c'est en ce fait, que je je trouve fais que quand aussi, tu hein. fais la démarche de les contacter Ouais. et que c'est pas eux qui viennent et qu'en fait en fait, si une marque te contacte, qu'elle te propose un produit et qu'en fait le produit ne t'intéresse pas mais que tu fais la vidéo pour, là en ce cas-là tu vas dans tous les cas être biaisé. Ouais, Dans ma ouais. tête, dès l'instant où c'est toi qui fais la démarche de les contacter parce que tu sais que de toute façon tu vas en parler, un truc tout bête, hein, là le bureau sur lequel je bosse, Mmh. j'avais besoin de changer de bureau. Je savais que ça allait intéresser des gens que je parle de ce bureau-là parce que c'est super dur de trouver des vidéos qui parlent de des bureaux pour faire de la MAO en France. C'est vrai. Du coup, je me suis dit, bah, autant faire d'une pierre deux coups. Je les contacte, ils me font une petite Ouais, ouais. réduction. Et en Mmh. échange, de toute façon, je ferai une vidéo sur le bureau. Voilà. Et de toute façon, j'aurais Ouais. fait la vidéo avec ou sans. Oui, De toute oui, oui, façon. c'est exactement comment je fonctionne aussi. C'est-à-dire que je fais une vidéo sur un truc que j'avais envie d'acheter, en fait, tout Hmm. simplement. Que j'aurais peut-être pas forcément acheté par contre. Ça m'arrive, forcément, d'avoir un truc, que j'aurais pas acheté, mais que j'ai quand même envie d'acheter, que je trouve intéressant. Mais ça n'empêche que même dans ce sens-là, il y a quand même des biais, enfin je pense. Ouais, ouais. Après, moi, ce que Un je petit fais peu quoi. souvent, c'est que en fait, je ne suis pas je suis pas comme toi un gros geek, tu vois, sur les technos et je vais pas trop lire les manuels parce que ça me fait chier. Du coup, souvent, ce Je les que je lis fais, pas c'est que beaucoup, ouais. ouais, mais j'avoue, je suis pas très patient en fait. Moi, Ouais. j'aime bien mettre les mains dedans direct. Donc souvent, ce que je fais, c'est que j'ai trouvé mon truc en disant, ok, on va voir comment on peut composer des musiques avec ces outils-là et comment on peut quelle sonorité Mmh. ça peut avoir et dans un process créatif, qu'est-ce que ça peut donner, tu vois.
Parce que c'est vrai que les vidéos review, bon bah, tu vois, on va avoir les sondiers, on va avoir Bobitz, on va avoir plein de gens qui vont te faire des reviews, même Loopop. Tu vas avoir des vidéos ultra détaillées où les mecs ils vont s'arrêter sur chaque putain de feature de machin de bidule et je suis en mode: «Mais en fait, qu'est-ce que je vais apporter de plus si ce n'est à faire la vidéo en français?» Et encore, j'ai Ouais, des ouais, collègues en ouais. français qui vont le faire. Mmh. Donc je suis en mode: «Bah, en Ouais. fait, ça n'a pas grand intérêt». Moi, souvent, moi, à chaque fois que je fais, qu'un produit m'intéresse, je fais: «OK, nom de l'appareil, démo, no talking», voilà, et comme ça, j'ai ma vidéo. Et des fois, après, je vais regarder des vidéos qui expliquent, mais pas des vidéos ultra techniques, parce que les vidéos ultra techniques, à la limite, je les regarderai quand j'aurai le produit en main, en fait. Ouais, Mais moi, j'ai ouais. besoin d'avoir une vidéo première prise en main pour pouvoir me dire: «OK, dans un contexte créatif, est-ce que ça s'applique bien?» tu vois? Ouais, ouais, Et du qu'est-ce coup, que c'est j'en comme fais? ça que je fais mes vidéos en me disant: «OK, voilà, Ouais, c'est comme ça», tu vois? ouais. Mais parce qu'aussi, il y avait pas ce genre de contenu sur YouTube, en fait, en français. Bah, parce que c'est difficile. Moi qui suis dans une optique, enfin pas une optique, mais dans une obligation de faire un live, parce que je m'y suis collé de faire un live tous les mercredis. C'est-à-dire que toutes les semaines, il faut que j'ai un nouveau contenu pour Ouais. avoir un truc à dire. Et moi, dans l'idéal, j'aimerais, et j'en viens justement au problème de la chaîne YouTube dans lequel je me suis un peu enfermé dans ce côté tuto, plugin, hardware, démo de machine et cetera. Où en fait le tuto, notice, c'est le tuto notice, c'est un truc qui est facile à faire en vrai. Parce que il suffit avec l'habitude maintenant, les plugins, enfin, on comprend très vite comment ils marchent. Les machines aussi, parce qu'on est habitué à tester et on a compris le système. Donc, c'est vrai que moi, faire un contenu où, je montre les boutons de A à Z, j'arrive à faire ça en une semaine et j'arrive à le faire plus ou moins en live. Par contre, s'il faut faire une zik, s'il faut mixer, s'il faut faire un truc monté, je suis incapable de faire ça toutes les semaines. J'ai pas le temps de le faire, quoi. Et j'ai le regret de pas pouvoir le faire parce que moi, j'aimerais tellement faire un contenu qui soit plus créatif et plus axé sur la musique. Et là, je me retrouve coincé dans mon propre format où, mon projet Sequence musical. Là maintenant, le but de la chaîne YouTube, alors parce qu'après tu m'as demandé quel était le but, mais après au fur et à mesure du truc, tu te dis: «Ah bah tiens, ça pourrait peut-être m'aider à faire ça, à faire ça, à faire ça». Donc, maintenant c'est un peu vrai, ça m'aide à avoir des trucs un peu moins chers que j'ai envie d'acheter, mais que ça me permet de rentabiliser un peu la chaîne YouTube parce qu'au lieu de le payer plein pot, je l'ai gratos ou moins cher. Donc déjà ça, c'est un premier truc dans lequel il faut pas trop tomber. Parce qu'après tu commences à avoir l'appât du gain et récupérer des trucs que tu as pas besoin et faire des vidéos qui sont pas intéressantes. Donc là, j'ai calmé aussi. Et 2e truc, c'est, rencontrer des gens, comme, c'est le cas avec toi, comme c'est le cas avec Renozer qui est devenu un pote. Et puis rencontrer du coup des gens qui sont dans le métier, des musiciens et du coup faire des contacts, parce que déjà c'est super cool de pouvoir, dialoguer et puis ça peut ouvrir des portes, après, pour d'autres choses, quoi. Donc ça, c'est cool. Et le 3e truc, c'est voilà, vu que j'ai mon projet musical «Sequence» entre guillemets qui démarre, que j'ai démarré il y a un an, à peu près un peu plus d'1 an. Je me dis: «OK, je vais me servir de la chaîne YouTube pour essayer de développer ce projet musical» et là, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, Mmh. de ceux qui me regardent, il y a que les ultra fans, on va dire, les fans hardcore qui sont, prêts à aller voir ma chaîne secondaire pour voir ce que je fais, pour aller écouter, pour me mettre un like, un commentaire, aller sur Spotify. Et là, la transition, elle est difficile et là, j'essaie de réfléchir à des formats qui me permettraient de remettre le côté artiste en avant, plus que le côté, professeur ou tuto ou ce que tu veux ou influenceur et là, je patauge un peu. Je patauge un peu parce que je sais pas comment transformer mon contenu tout en faisant un truc live, Mmh. toutes les semaines et le côté maintenant tuto, il m'a gavé, enfin il m'a gavé de moi-même et de tout ce que je vois sur YouTube. J'en peux plus quoi, de voir des Ouais. 40 000 fois le même conseil sur les EQ, sur trucs, enfin ça j'ai plus envie de faire ça, je me sens plus connecté à ça. Donc Ouais. et en plus maintenant il y a des jeunes qui arrivent avec les codes de ouf quoi. C'est-à-dire que, ils ont, 500 abonnés, je sais pas si tu as vu la Mmh. recommandation YouTube. Ils ont 500 abonnés, ils font une vidéo avec un storytelling de ouf, parce que c'est le mot à la mode, storytelling. Parce que le storytelling, c'est ni plus ni moins un truc pour capter ton attention et pour te faire rester sur une vidéo, alors que tu avais pas prévu de le faire. Donc c'est un Mmh. truc assez, assez, comment dire? Assez, tordu pour réussir à te faire Ouais. regarder une vidéo que tu avais pas envie de voir, ou que tu avais envie mais que tu avais pas prévu de regarder entière. Donc ils arrivent avec des codes de storytelling et puis ils te font une vidéo ultra montée avec, des drames, avec des machins je me remets en question, c'est dur de faire de la musique avec des sujets un peu philosophiques et puis en fait, ils te font du 45 000 vues avec une vidéo, qui a popé de nulle part, mais sur laquelle ils ont sans doute bossé un mois, quoi. Parce qu'ils sont sans doute jeunes, qu'ils ont pas de boulot, dans le sens qu'ils sont étudiants et qu'ils ont du temps pour faire ça. Sauf que, bah, moi, je vois arriver ça, tu dis: «Putain, mais comment je vais réussir à faire des trucs comme eux si c'est ça que veulent les gens aujourd'hui?» À faire des vidéos ultra montées qui prennent un Mmh. mois, storyteller.
putain, j'ai pas le temps de faire ça une fois par semaine. Donc, du coup, ouais, voilà, ma situation YouTube aujourd'hui, elle est que je continue à kiffer ce que je fais parce que c'est du live et c'est à la cool. Mais qu'en vrai, je sais pas si c'est la bonne solution et si pour mon projet Mmh. musical, je suis pas sûr que ce soit la bonne voie. Donc je sais pas où j'en suis avec YouTube aujourd'hui. Je sais pas toi où t'en es, mais et puis, voilà, les chaînes, elles montent moi tranquillement parce que je fais du format très long, je fais des formats de 2 heures. Il y a plein de gens qui tu vois une vidéo de 2 heures, tu dis: «Ouais, c'est bon, même pas je commence à la regarder». Donc du coup, ce qui fait que ma chaîne, elle évolue très doucement par rapport à d'autres chaînes, qui ont commencé, après moi et maintenant qui ont 30 000 abonnés, tu vois? Bien sûr. Parce qu'ils font du contenu, peut-être un peu plus facile à prodé parce que c'est facile, puis du contenu qui est attendu aussi, sans doute, quoi. Donc Bah, voilà. après, tu sais, tu vois, alors, il y a eu plein de petits sujets. Sur les progressions des chaînes YouTube, moi, je sais que j'ai arrêté de regarder la progression des autres parce que sinon, tu pas fini, quoi. Parce qu'en fait, tu vois, moi, ça j'ai commencé ma chaîne en 2017, ça fait 7 ans. Je suis à 5 200 abonnés. Moi, en fait, je regarde pas, le nombre d'abonnés, je regarde la progression. En fait, moi, c'est ça que je regarde. Je Oui, regarde, oui, en il faut fait. faut que ça monte, tant que ça continue à monter gentiment, c'est cool déjà. Et surtout, en fait, moi, je compare d'une année à l'autre. En fait, moi, je vois que je fais de l'accélération, en fait. Ça, c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 ans en arrière, je gagnais 200 abonnés par an. Ah oui, oui, de toute façon, ce sera ouais, ouais, ce sera L'année exponentiel, en suivante, fait. j'en gagnais 400. Là, cette année, j'en ai gagné 1000, tu vois. Et je suis en mode, Ouais, OK, ça fait ouais, x2 tous les ans. et ça Si va ça fait x2 tous continuer, les ans, dans, ouais. après, ça peut continuer à À monter, tu vois. 45 ans, tu auras peut-être 20 000 abonnés. Mais est-ce que c'est pas mieux de réussir progressivement Oui, et, oui, oui, euh, que et, c'est un et- marathon et- YouTube, hein. voilà, et d'avoir fait le Ouais, marathon, plutôt que d'avoir réussi trop vite et de devoir endurer tous les problèmes qu'il y a derrière, tu vois. c'est sûr, c'est C'est ce sûr. que Je je sais me pas, dis. on se dit ça pour se rassurer parce que nos chaînes montent pas beaucoup, mais Wouah. non, mais en fait, en vrai, puis comment dire? En fait, moi, comme je disais, tous les mercredis, j'allume, YouTube, il y a, 70 personnes qui sont là pour m'écouter. Déjà, mais c'est incroyable. Enfin, tu vois que Ouais, c'est clair. tu Non, c'est le clair. potentiel. Moi, j'imagine toujours une vraie salle avec des gens. Oui. C'est comme si à Nice, j'allais dans une salle et il y avait, un amphithéâtre avec 70, 100, 150 personnes. Alors je dis en continu, mais en général dans mes lives, il y a 200 personnes qui passent, tu vois? Je me dis: «Déjà ça, c'est tellement Ah énorme» et bah, est-ce que le fait qu'il soit 500, qu'il soit 1000 ou qu'il soit 3000, est-ce que ça me change vraiment, quelque chose? Et surtout, j'arriverai plus à lire les commentaires et j'arriverai plus à répondre en plus, en plus de ça. Ça serait compliqué de lire tout ce que disent les gens parce qu'il y aurait trop de monde. Donc après tu dis: «Ouais, qu'est-ce que ça change?» Le seul truc que ça change, c'est peut-être le poids par rapport aux marques. C'est sûr que si tu as 20 000 abonnés, tu as un peu plus de poids pour avoir un synthé gratos. Mais en vrai, est-ce que c'est intéressant d'avoir un synthé gratos? Est-ce que ça va te changer la vie? Peut-être pas. Le seul truc, c'est peut-être plus d'audience et plus de visibilité pour, arriver à faire des connexions avec des gens. Moi, c'est ce que tu vois, le seul intérêt de ma chaîne YouTube, de la faire progresser, ce serait juste ça. Ça serait de pouvoir rencontrer plus de personnes et mmh. d'avoir un peu plus de crédibilité par rapport à ça. Mais c'est l'unique truc, quoi. Parce que avoir, 3 fois plus de commentaires sur mes vidéos, ça m'intéresse pas spécialement. Bah, surtout que plus t'as d'abonnés, moins t'as de liens, Ouais, vraiment sur ta directs avec les gens avec qui tu parles, en fait. Parce que, quand t'as 3000 personnes, enfin, quand tu vas voir n'importe quel chat Twitch d'un mec qui pèse un peu, sur oui, oui, Twitch, oui, il arrive pas à c'est suivre. imbuvable, quoi. Ouais, C'est ouais, illisible, ouais. aucun moyen de Ouais, discuter avec, tu vois? ça défile comme ça et tu vois rien, quoi. Bah, ouais. Donc, Ouais. est-ce que c'est vraiment intéressant? Je sais pas. Après, il y en a qui aiment bien ça, mais moi, je préfère toujours avoir une communauté plus petite et de pouvoir avoir des vraies interactions avec eux et de pouvoir vraiment discuter, tu vois? Plutôt que d'avoir une armée Ouais, de ouais, gens, ouais. mais de complets inconnus, tu vois? C'est vrai. Alors je sais pas si toi tu as lié vraiment des contacts, dans la vie réelle avec des abonnés YouTube? Non, pas des masses, mais Non, après, pas des masses, ouais. moi, je suis pas un mec très sociable de base, donc Ouais. mais par contre, quand j'en croise, tu vois, c'est toujours un plaisir de discuter avec eux et c'est toujours intéressant parce que ils ont une approche et ils ont une vision de ce que je fais qui est pas la mienne. Ouais, Donc du coup, ouais, c'est ouais. toujours intéressant, tu vois, de voir un peu, OK, ils disent: «Ah, dans cette vidéo-là, elle a changé ma vie pour X ou Y raison», tu vois? Ouais, ouais, Je bah sais ça que c'est trop cool, c'est trop cool. c'est Moi je moi sais que j'ai fait j'ai, une vid vas-y, vas-y, pardon. non, non, j'allais dire, j'avais fait une vidéo sur, les écoles, dans le jeu vidéo, notamment quand tu vas faire du son et j'en avais Ouais. parlé de 2-3, il y en a qui sont allés dans les écoles que j'avais recommandées, tu vois? Ah ouais, d'accord, ouais, ça c'est cool. Donc tu as changé Donc la vie, c'est j'ai littéralement eu un impact dans la vie de potentiellement, quelqu'un, tu vois? ouais. Bah ça c'est cool, Donc hein, c'est c'est vrai trop que cool. Ouais. c'est intéressant, tu vois? Mmh.
Bah, moi, il y a des alors du coup, c'est indirectement YouTube parce que beaucoup de pour du mastering, beaucoup me connaissent de YouTube et donc font appel à moi par rapport à Ouais, YouTube. Donc je les connais déjà sur le chat. En plus, c'est vrai que de faire du live, tu as toujours les mêmes qui sont là. Donc il y en a, je les connais pas en vrai, mais je connais leur caractère en fait, la manière dont ils ouais, parlent, la manière de répondre. Je sais qu'il y en a qui sont, voilà, un peu plus tatillons, d'autres qui sont, qui font des blagues et cetera. Donc déjà, même si je leur parle pas en dehors de YouTube, il y a déjà un lien qui s'est créé parce que je les connais quelque part. Je sais comment ils réagissent et je connais leur ouais. personnalité. Déjà, ça, c'est déjà quelque chose. Et puis après, d'autres qui me contactent pour du mastering. Du coup, nous, pour le mastering, moi, je fais ça via WhatsApp, via Vocaux, ce qui est très pratique parce que je déteste le téléphone. Moi, si j'ai quelqu'un qui doit m'appeler au téléphone, genre dans la journée, ça m'angoisse toute la journée, quoi. Et donc là, WhatsApp, c'est tu réponds quand tu veux, etc. Et donc, bah, du coup, ces clients de mastering, moi, bah, j'aime bien papoter, donc on s'envoie des messages. Et maintenant, il y en a certains avec qui on continue de s'envoyer des messages qui n'ont aucun rapport avec le mastering. On parle de Mmh. films, on parle de n'importe quoi. Et je trouve ça super cool d'avoir réussi à alors, ouais, ouais, voilà, à créer des vraies connexions à partir d'un truc, totalement impalpable qui est, un chat YouTube, quoi, finalement. Et ça, c'est parce que la communauté est pas énorme aussi, Ouais. comme tu Ah oui, non, disais. c'est clair. Il nous reste quelques sujets à voir. Un petit sujet que je pense qu'on va voir rapidement parce que je connais déjà un peu la réponse. Toi, t'es plutôt hardware ou software et plutôt in the box ou plutôt out the box? Oh là 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 là, non, non, alors in the box déjà totalement, Ouais. pour, enfin, ça serait d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est juste le recall, c'est pratique, tu tu sauvegardes tes projets, enfin voilà, in the box. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus aucun débat sur le son analogique versus, le VST, que ce soit pour des FX ou des synthés. Oui, tu auras toujours un poil plus de vie dans un synthé analogique ou dans un compresseur analogique, mais une fois mixé et une fois envoyé, est-ce qu'on voit la différence? Est-ce que c'est ça qui va t'empêcher de faire de la belle musique ou d'avoir du succès? Et clairement non. Après, si t'aimes le hardware, que t'adores les compresseurs analogiques et que c'est ton kiff, oui, très bien. Mais voilà, ça implique des achats très coûteux, de l'électricité, de l'entretien. Et du coup, dans le cas des masterings plus chers aussi. Donc tu répercutes ça Ouais. sur le client aussi, quoi. Donc bah, Hit the Box évidemment. Après, j'aime bien le matos comme comme on le voit derrière, mais je suis en train d'en Bon. sortir comme on disait, il faudrait attends, je sais pas si je peux, Miaou. Là, l'enceinte. voilà, On ouais. dirait, on dirait presque tu sais, les images mid-journée générées, tu sais, où t'as Un plein peu, d'enceintes ouais, partout là. ouais, ouais, il y a trop de matos, ouais. Eh mais ne serait-ce pas la chaîne d'Aurélien Montero que je vois en bas, Mais incroyable. si, regarde, voilà. Ah. Ouais. Donc magie du montage, j'ai changé ma caméra à l'arrière, donc c'est juste voilà pour parler matos que j'aime bien le matos. Alors ça c'est matos forcément mastering, donc grosses enceintes Focal Trio 11, petites enceintes de proximité et Crashbox, là, les Oraton. Et ça me dit que ça c'est nécessaire parce que je fais du mastering et je me dois par rapport au client d'avoir du matos qu'il a pas. C'est aussi pour ça le mastering, c'est pour que que la musique du producteur passe dans un environnement traité. Là on voit le traitement acoustique partout. Et avec, du matériel que lui, n'a pas, ce qui est bien normal. Donc là, pour moi, c'est un peu obligatoire d'avoir ce genre de truc. Après voilà, tout ce qui est là, là il y a le soft tube, là il y a du rolly, là il y a le push, là il y a comme toi l'osmose et cetera. Tout ça, est-ce que c'est nécessaire? Non. Je pourrais très bien faire de la musique sans avoir tout ça. Par contre, je suis en train de me dire en regardant ton setup que putain, les Focal Trio 11, elles ont l'air si lourdes. Ah, c'est très, très gros, ouais. Ouais, c'est très, Ça me très gros, fait. c'est lourd. C'est presque angoissant. Déjà, je trouve que les Focal Trio 6 sont énormes en termes de taille. Mais Non, non, alors, les celles-là, elles sont très 11, grosses. Elles sont très, oh, très grosses, ouais. ça, je suis allé voir le poids, c'est 40 kilos, hein. Ouais, ouais, C'est. ouais, c'est lourd. Mais moi, tout seul, je peux pas les déplacer. On devait être 2, ouais. Donc c'est un gros Oh machin, la ouais. vache. Donc voilà, ouais, tout ça pour dire, pas pour me la péter, mais juste pour dire que j'ai trop de matériel en fait. Je me suis retrouvé dans alors aussi pourquoi? Parce que comme je te disais, j'ai commencé avec une RMA X qui est là et j'ai quasiment jamais rien vendu. Et Hmm. j'ai tout gardé, hein, donc en fait, il y a un peu D'accumulation. 20 ans d'accumulation quoi, tu vois? Avec les trucs que j'ai achetés d'occasion, les trucs que j'ai eus avec des marques, le modulaire qui est derrière qui est un vrai gouffre de temps et de finances. Donc ouais, j'étais un peu en plus voilà quand je me suis installé pour le studio, ici à Nice, forcément, bah, tu dis: «C'est un studio, je vais acheter du matériel si les gens viennent, veulent l'utiliser et Bien sûr. cetera», donc il faut remplir un peu l'espace avec du truc, quoi. Mais au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que tout ça est un peu un frein et en fait, au lieu de te rendre créatif, ça te bloque parce que Ouais. tu as trop de choix. Puis encore, on en a pas vu là, il y a des, analog rythme, analog fort,
un Behringer modèle D, un Mini Fric, enfin tu vois, plein de trucs quoi. Ouais. Et du coup, bah, quand tu commences une prod, tu sais pas vers quelle machine aller. Puis tu te dis: «Bon allez OK, j'utilise celle-là» et ah bah ouais, mais vu que ça fait 1 an que je l'ai pas utilisée, je me souviens plus des raccourcis, je sais plus comment elle marche. Donc du coup et puis en fait, elle est mal branchée parce que l'audio, tu pensais qu'il était Mmh. branché sur la 1 alors que sur la 8. Donc tu recables ton studio et comme je te disais tout à l'heure, il était 10 heures du matin, tu voulais faire de la musique et il est 14 heures, tu en as toujours pas fait, tu es juste gonflé quoi. Ouais. J'ai fait une vidéo là sur le Apax qui est derrière, qui est justement un hardware MIDI qui permet de synchroniser toutes les machines hardware. En fait, de faire revivre mes synthés qui servaient vraiment à rien concrètement. Et donc j'ai passé du temps, pour faire notamment cette vidéo, à câbler tout le studio, donc à câbler toutes les machines en MIDI et tout en audio. Ce qui fait que si je veux utiliser une machine, je la contrôle depuis l'Apax, je l'allume et là elle marche. Donc déjà, ça règle ce premier problème. Après, ça règle pas le problème d'oublier des raccourcis clavier, et cetera, parce qu'il faut pratiquer régulièrement. Mais bref, du coup, maintenant j'en suis à un truc que je me rends compte que si je veux être un peu efficace et avancer et pas trop perdre de temps, il va falloir que je fasse du ménage, y compris dans les plugins. J'en ai 10 000 fois trop parce que les marques, Ouais. elles t'envoient des Elle te plugins, pour les bombarde. tester et Mmh. cetera. Donc tu les installes, tu trouves qu'il est un peu sympa, donc tu le gardes quand même parce que tu as pas envie de le désinstaller et tu te retrouves avec, trop de trucs et donc voilà, le maintenant, je me dis c'est mais je pense que tous les artistes passent un moment, je crois que tu es là-dedans, par cette envie, par cette fièvre acheteuse et ce trop plein, ouais, voilà et ce trop plein d'achats pour en fait, voilà, pour te rendre compte que, bah, que c'est pas nécessaire et que c'est presque un frein. Alors attention, peut-être que si j'étais artiste à plein temps, enfin si je pouvais si je gagnais ma vie, ce qui est pas du tout le cas, avec ma musique et que, j'étais connu et que j'avais l'occasion de faire un album tous les 3 ans, que mon but c'est ça, c'est je sors un album tous les 3 ans et je sais que ça me suffit à vivre, bah ouais, là tu as le temps. Tu as le temps d'aller Bien sur des sûr. machines, tu as le temps de faire une demi-journée, tu as le temps d'explorer, tu as le temps de faire des trucs. Mais bon, moi, je gère du mastering, une chaîne YouTube, je fais encore un petit peu de graphisme. Je dois faire mon projet perso avec tout ce que ça implique, la promo, les vidéos, les trucs, les clips, et cetera. Donc en fait, en vrai, j'ai pas, même avec des journées de 24 heures, j'aurais pas assez de temps. Donc ouais, c'est vrai que de se perdre, une journée entière sur un synthé parce que tu as un peu oublié comment il marchait et finalement ne rien en tirer parce que tu as pas fait quelque chose d'intéressant, tu te dis: «OK, c'était sympa, j'ai passé un bon moment, mais est-ce qu'il aurait pas mieux fallu que je le dépense autrement ce temps?» Donc tu vois, c'est cette problématique-là, quoi. Mais encore une Mmh. fois, si on avait du temps, ouais, ouais, le hardware, c'est cool, quoi. Bah, le hardware, c'est cool. Si tu as le temps et l'argent, le hardware, c'est très cool, hein. Mais c'est toujours pareil, c'est toujours Voilà, une ouais et la question de place et la et la place. Mais quand tu as place, de ouais. l'argent, tu as la place. Oui, en général, quand tu as l'argent, tu as la place, Ouais. c'est pas un problème, Mmh. c'est une conséquence. Non, mais généralement, moi, maintenant, ce que je fais sur tout ce qui est matériel, c'est que je me pose la vraie question, est-ce que un VST ferait la même chose? Si un VST fait la même chose, ça part. C'est en fait, Bah, ouais. c'est Bah, ce par que exemple, je tu veux me dire. donnais ton Polydé, est-ce que le workflow du Polydé est tellement génial que tu as envie de te passer, du Softube, 82 par exemple ou je sais plus comment c'est, Ouais, 79, ou d'un heu, Monarch, hein. Tu juste un d'un tu Monarch, écoutes ouais. un Monarch, tu compares ça au Polydy, est-ce que Ouais. c'est, Ouais, bon, pour le coup, il est un peu vieillissant le Monarch, mais bon, maintenant, tu as des émulations, les Softube, elles sont ouf d'ailleurs, les émulations de ouais. synthé Softube et mais ouais, par exemple, voilà, est-ce que ça, il y a vraiment une grosse, grosse valeur ajoutée à avoir un Polydé? Je pense pas, quoi. Par contre, tu vois, un truc comme le Osmose, moi, je Osmose, trouve qu'il y ouais, a un ça, bien vrai sûr. intérêt, Ah tu vois? bah, Je oui, trouve oui. que là, pareil, tu as le Là, Matrix c'est un Brut. instrument, ouais. Matrix Ouais. Brut, je m'en débarrasserai pas parce qu'il y a la matrice et que du coup, ça rend le truc très intéressant. Et en fait, tu as toujours aussi ce rapport à l'instrument. Et par exemple, tu vois, là, récemment, j'ai acheté beaucoup de vieux synthés des années 90, tu sais, tous les synthés en rack. Moi, j'y retrouve mon intérêt parce qu'il y a pas d'émulation de ces machines-là. C'est-à-dire, tu en Ouais, trouves pas. ouais. C'est Ah tellement d'accord, OK. niché qu'en fait, tu en as pas. Tu en as Même pas chez quelques-uns, UVI, tu vois? parce qu'ils ont chez UVI, ils ont samplé pas mal de trucs rack en rack, mais Ouais, mais même, ouais, j'ai même. regardé, il y a pas. C'est celle qui m'intéresse et elle existe pas, tu vois? C'est les trucs, c'est les EMU Proteus, c'est les Yamaha D'accord, OK, MU128, ouais. c'est des trucs très tu sais, c'est les ROM, c'est Ouais, l'époque où ouais. on utilise beaucoup de ROM et cetera et du coup, en fait, c'est des sonorités très particulières, très rétro qui, moi, dans mon cas de la Mmh. musique de jeux vidéo, ça m'intéresse parce que si jamais je dois faire une musique d'un RPG japonais un peu rétro, c'est intéressant. Mais on est sur une micro niche de gens que ça intéresse, tu vois? Fondamentalement et du coup, bah, il faut tu rarement des ce genre de trucs. Mais pour autant, tu vois, moi, quand je l'écoute, je fais: «Ah oui, je me projette direct dans un jeu PS1». C'est évident, tu vois? J'avais fait quelques démos que j'avais envoyées à Renoiser. Il m'avait dit: «Ah ouais, c'est très, très typé, hein, faut vraiment chercher cette sonorité-là, quoi». Ouais, mais Et justement, ouais, ouais. mais moi, ça m'intéresse et du coup, maintenant, toutes les machines que j'achète, je me dis: «OK, est-ce que je peux avoir la même chose en VST?» et Mmh.
l'autre question que je me pose, c'est est-ce que ça va amener quelque chose d'intéressant dans mon workflow de création? Et si ça répond à ces 2 questions-là, dans ce cas-là, je me pose pas la question, je le prends. Mais Mmh. si j'ai si j'ai un truc en doublon en Mmh. termes de choses que j'ai en VST, dans ce cas-là, souvent je revends Ouais, ouais. Ouais, moi et j'ai plein de trucs, tu vois pareil le Behringer, Model D, des trucs comme ça, je pourrais m'en débarrasser. J'avoue que j'ai du mal parce que voilà, j'aime pas vendre des trucs et je me dis: «Bon un jour ça me servira». Surtout si c'est pour le vendre 100 balles. ouais Mais oui, oui, tu as raison, il faut cette question, elle est bonne cette question à se poser. Est-ce que je peux faire la même chose avec un VST? Oui, non. et comme ça, on va vachement plus vite. Mmh. Quand Ouais, quand ouais, quand c'est tout à très fait. binaire comme ça va très, très vite. Enfin Voilà. Ouais, ouais. Et pour tout ce qui est mastering, je pense qu'il y a pas de débat non plus, voilà. Les plugins aujourd'hui, que ce soit les émulations, elles sont ouf, et tout ce qui ne peut pas faire justement du matos analogique avec certains plugins qui font des trucs incroyables. Ouais, pour le mastering, ça serait tellement compliqué, de me mettre out the box, d'un point de mmh. vue, routing, d'un point de vue argent, d'un point de vue clientèle, d'un point de vue recall. Qu'aujourd'hui, il y a aucun intérêt, pour moi à faire du mastering. Même si le seul intérêt, c'est l'argument commercial, juste pour vendre des mastering plus chers et remporter la clientèle par rapport à un gros studio qui ferait à peu près pour les mêmes prix et qui a du matos analogique, dont il se sert peut-être pas toujours d'ailleurs. Bien sûr. Si tu devais donner un conseil à un mec qui a envie de suivre le même chemin que toi, quelqu'un qui a envie de se lancer dans le mastering, tu vois? Ou quelqu'un qui a envie peut-être de se lancer dans la musique électronique et cetera, tu lui donnerais quoi comme conseil? Bah, écoute, ouais, la réponse, ça serait, celle que je t'ai formulée tout à l'heure, c'est d'arrêter de procrastiner, de pas perdre du temps bêtement sur des trucs pas intéressants, à scroller, Facebook, Instagram ou TikTok. Bon, bien qu'on peut s'y inspirer, mais ouais, en fait, d'éviter de passer du temps à des trucs qui t'amènent pas à ton but et en fait, de quand même, de ce que j'ai pas fait, moi, je me suis toujours laissé porter. Bon, peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien, j'en sais rien, mais en tout cas, si tu as un but précis, je sais pas, en sortant d'une école d'ingé son, voilà, moi je veux faire du mastering ou moi je veux faire du YouTube ou moi je veux être artiste. En fait, avoir toujours, dans ta tête ton but ultime, même s'il paraît irréalisable, tu vois? Je dis n'importe quoi. Le but ultime, ça peut être, de jouer, à l'Olympia, tu vois? D'être un artiste et de faire un Olympia. Même si, c'est pas possible que ça arrive, on peut le rêver et en fait, de toutes les décisions que tu vas prendre dans ta vie, il faut qu'elles correspondent à ce sens-là, en fait. À chaque fois que tu vas dire oui ou non à quelqu'un, il faut pas que ça t'éloigne de ça. Genre, «Ah ben on me propose un truc super bien payé, qui est de faire, par exemple, de la prise de son, pour de la pub». Ah ouais, mais moi mon but dans la vie, c'est d'être artiste et d'aller à l'Olympia. Alors, est-ce que le fait de faire de la prise de son, ça va m'apporter de l'argent nécessaire pour, me payer, un mixeur ou un ingénieur du son, pour améliorer ma prod, pour qu'elle m'aide à faire un concert à l'Olympia? OK, je le fais. Maintenant si, le fait d'aller, faire de la prise de son pour une pub, ça va m'enlever un mois alors que j'étais en train de bosser sur mon projet perso, de mon album, bah, tant pis, je refuse ce projet-là et je me concentre sur ce qui m'emmène à mon but qui est de faire, une date à l'Olympia. Moi, je prends cet exemple, tu vois? Mais, je pense il faut avoir le courage de dire non des fois sur des projets qui peuvent être bien payés, mais qui nous éloignent de notre but, quoi. Voilà et ça, c'est peut-être le conseil que je me donnerais à moi et aussi surtout de pas perdre du temps, avec des trucs qui sont pas nécessaires et de pas procrastiner, quoi. Et ça, je me le répète à moi, tu vois? Je me dis: «Ne procrastine pas, ne procrastine pas» et j'ai beaucoup de mal avec ça. Des fois, je me dis ma journée, elle passe, je dis: «Putain, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, quoi?» Je sais pas si ça t'arrive? En fait, non, parce que en gros, moi, j'ai une problématique, différente, c'est que moi, quand je découvre un sujet, j'ai un moment de je n'arrive pas à penser à autre chose. C'est-à-dire que, genre, si j'achète une formation, je vais penser qu'à ça et je vais avoir que ma tête tournée vers ça. Alors c'est un C'est bien problème ça. différent parce que quand je bosse sur des projets, du coup, j'arrive pas à penser à ce projet-là et du coup, je pense à l'autre truc en tâche de fond et Ah ça oui, oui, ça d'accord. ça ça devient obsédant jusqu'à ce que je m'en dégoûte et à partir de là, je commence à changer de sujet et donc j'ai vraiment cette problématique de: «Ah ouais, ça m'intéresse» et du coup, je vais, passer, ça m'arrive des fois, enfin là, j'ai eu une grosse période de 3 mois où je me suis intéressé à tous les synthés des années 90 et du coup, j'ai regardé tous les modèles, tous les trucs, D'accord. à quels étaient les différents modèles, qu'est-ce qui étaient les spécificités, comment ça marchait, le protocole SAISEX, le General MIDI et en fait, tu commences à rentrer là-dedans et tu te prends des baffles de Oui, oui, savoir, de trucs, tu fais: «Oh c'est ça. Ouais, oh puis là là!» chaque sujet est infini en plus. Ah ouais et c'est Ouais. c'est terrible. Mais du coup, Mmh. c'est super intéressant parce que j'apprends vachement de trucs et je deviens très vite,
pas expert, mais en tout cas, j'ai une connaissance minimum sur ce sujet-là qui me permet de pouvoir en parler avec n'importe qui. Ouais. Ouais, mais donc c'est Mmh. bien ou c'est pas bien? Ça dépend, parce que du coup, on reparlait hein, du fait d'être un peu expert De dans un perte peu de de tout. temps? Ouais. Parce que du coup, bah, je m'intéresse à vachement de choses, mais j'ai pas une expertise folle dans un sujet particulier. Donc après, ça reste toujours très lié à la musique de jeux vidéo. Mais par Ouais. effet C'est quoi domino. c'est Mmh. ouais, ouais, forcément. C'est quoi tes gros passe-temps si t'as genre deux passions dans la vie, hors dehors de qui sont en dehors de la musique et du jeu vidéo? Donc de ton activité, Les quoi. animés? Ouais, ouais, OK, bah, oui, oui. C'est parce qu'en OK, fait, ouais. moi, quand Ouais. je fais pas de la musique, je joue à des jeux vidéo, je regarde des animés. C'est à peu près les 2 seules choses que je fais. Parce que je suis pas un très grand sportif, ça m'intéresse pas des masses, je regarde pas la télé. Un peu YouTube, mais YouTube, en fait, le problème, c'est que ça devient de la déformation professionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, je regarde des vidéos qui ont rapport avec de la musique ou de la carrière ou des trucs comme ça. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu plus ou moins lié. Quand je lis des livres, c'est des livres en rapport avec ces Mmh. différents sujets-là. Donc en fait, il Ouais, y a toujours un problème où ça revient toujours vers ça, plus ou moins. ouais, ouais. Mais OK. ouais, en général, jeux vidéo et animé. C'est vraiment les 2 trucs que je fais. Je fais pas beaucoup de soirées. Non, je fais pas Mmh. beaucoup de soirées, je sors pas beaucoup. J'aime pas cuisiner. Donc en fait, il y a je tourne toujours très vite autour des mêmes sujets, quoi. Ouais, ouais. Bon après c'est bien de sortir un peu. Ouais, moi c'est le cinéma. J'adore le cinéma, j'aurais voulu en faire, quoi. Et puis d'ailleurs même le matos, quoi. Je suis aussi geek de matos, Ah oui, ouais, moi aussi. vidéo. Ouais, J'adore ouais. le matos vidéo depuis toujours, le matos Mmh. photo et tout, enfin c'est un truc qui me passionne et je pourrais ouvrir une chaîne secondaire, d'étalonnage ou de ou Architecte de je dis pas que je sais bien faire, TECH. mais en tout cas ouais, ouais, je pense que je suis pas un bon étalonneur, mais en tout cas j'ai la connaissance du sujet en tout cas et je pourrais en parler. Donc ouais, tout ce qui est cinéma, c'est un truc qui me passionne, mais on en revient un peu à la musique aussi et Bah oui, mais puis, tu vois ouais. typiquement cinéma, j'ai vu très, très peu de films. C'est beaucoup plus facile pour moi de citer des films que j'ai enfin, c'est plus facile de trouver des films que j'ai pas vus que des films que j'ai vus, tu vois? Donc on en est à peu près à ce Ouais, point-là ouais. et récemment, j'en ai parlé dans mon podcast, sur mon serveur Discord privé. Hem, je fais l'effort en ce moment, j'ai fait une playlist de 1 200 titres de musique de films et je me force à les écouter parce que le problème, c'est que comme j'ai une culture essentiellement jeux vidéo, bah, il y a beaucoup d'influences que je n'ai pas et comme j'ai pas Ah ces bah oui. influences-là, bah, il y a plein de Mmh. choses où genre ça finit par, j'ai toujours les mêmes mécanismes de composition. Ouais, ouais, Donc ouais, ouais. pour en sortir, bah, en Là fait, il ça faut t'en que sort un peu, quoi. voilà, donc Ouais. là j'écoute des choses que j'aime pas, genre Hans Zimmer et du Ouais, coup je ouais, non, fais un mais il faut effort il mais faut il faut tellement écouter des trucs que j'aime pas, qu'on n'aime pas. Moi, j'écoute le top 50 régulièrement et les trucs qui me gonflent, mais je me force à les écouter pour rester ouvert. Parce qu'après tu deviens un con de boomer qui comprend pas la musique des jeunes et puis, c'est et ça. tu fais ta musique, enfin la musique qui correspond à ton époque, donc qui devient ringarde et démodée, quoi. Donc, ouais, ouais. Donc moi, ouais, c'est le cinéma et puis les bars. Bon Non, ça enfin les sorties de manière générale, ouais. Moi j'adore sortir, faire la fête et tout ça. bah, Mais c'est on comme en ça revient que à tu la es devenu musique DJ, parce que hein. ça se finit en boîte, en festival. Tu vois, moi tous les étés, je fais 3 4 festivals, où voilà, où je fais le tour de l'Europe pour aller danser, écouter de la musique, quoi. Donc ouais. On en revient un peu c'est sûr, à la Ouais. musique. Mmh. Et la dernière question, la question finale, est-ce que tu as une recommandation, un plugin, une vidéo coup de cœur que tu as eu récemment, un truc que tu as envie de partager, faire découvrir aux gens de ma chaîne? Que tu dis: «Ah, peut-être un truc sous-coté, peut-être un truc même, ça peut même être un truc très populaire, mais que les gens, mésestiment peut-être aussi, ça marche aussi». C'est en rapport avec l'audio ou pas forcément? Pas forcément. Alors, Rhinoiser, il nous avait Ouais, partagé un compte Instagram un peu drôle, je sais plus ah le nom, ouais? mais c'était un truc à la con. Ah oui, Donc il doit m'en envoyer des vidéos, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est, non, il y a c'était, un compte Insta un peu drôle, il y en a tellement. ouais, Lui, non, c'est bien, il me fait alors, ce qui est bien avec, Renoxer, c'est que lui, il va sur TikTok beaucoup plus que moi, parce que moi, j'y vais pas, en fait, tout simplement et il m'envoie sa sélection, tu sais? Donc il fait une purge et il m'envoie les meilleurs TikTok, donc je le remercie pour ça, ça m'évite, alors c'était Yannick Kochlife, j'ai trouvé. C'est ça Ah qu'il avait, bah oui, oui, donc rien à voir voilà. avec l'audio, ouais, Ah oui, Yannick oui, non, Kochel, rien à voir. évidemment. Le Yannick Kochel, c'est le meilleur coach, c'est Ryan Hauser qui me l'a envoyé aussi sans doute. C'est le meilleur coach, qu'on puisse trouver. Donc ça va, on a le droit de dériver. Oui, Non, mais oui. écoute, bah alors, écoute, ça rejoint, ça rejoint ce que je disais sur le cinéma, sur ma passion du cinéma et tant pis pour ceux qui voulaient voir le plugin de fou parce que de toute façon j'en ai pas, ça serait trop compliqué de choisir. Bah, je vais quand même en donner un après, mais bon. La chaîne, ça s'appelle Le Cinématographeur
et c'est, un mec qui était dentiste, et qui a arrêté son métier pour faire du YouTube et pour écrire un bouquin sur la carrière de Spielberg. Et en fait, il décortique, chaque film, alors pas du plan par plan, mais pas très loin. Et en fait, il analyse les films par rapport à la mise en scène et en fait, il explique à quel point le cinéma est incroyable, à quel point certains films sont d'un génie incroyable. Il est l'incarnation du capitalisme triomphant, qui dévore tout sur son passage, qui grandit sur les restes des gens qu'il a dévorés en utilisant même leur voix, comme il parle avec la voix de la grenouille qu'il a mangée. Notamment les films de Spielberg évidemment, mais pas que. Et en fait, ces vidéos qui sont extrêmement, qui demandent extrêmement de travail, de montage et cetera, sont, presque aussi intéressantes que le film en lui-même. Parce qu'en fait, tu regardes un film, notamment le film, c'était le film, comment il s'appelait? Nope. Michel Patulacci, je crois qu'il s'appelait le Michel réalisateur. Michel Patulacci, bien sûr, agent de la paix, agent de la paix avant tout. Jordan Peele, voilà. Donc ouais, donc le film Nope de Jordan Peele, celui qui a fait, Get Out, je sais pas si vous l'avez vu, bon bref, comme tu es pas un fan de ciné, peut-être pas trop, enfin que Ah tu as ouais, pas de le temps ouf! plutôt. Ouais, ouais, voilà, donc Get Out qui était super bien. Bon bref, c'est un film assez particulier qui m'a vraiment pas laissé de marbre et en fait, je comprenais pas, j'ai beaucoup aimé ce film mais je comprends pas pourquoi, je comprends pas ce qu'il a voulu dire et en fait, tu regardes sa vidéo et tu fais: «Putain, mais c'est intelligent, c'est un truc de ouf, quoi» et là, je me dis: «Waouh, le cinéma, c'est un» pour moi, c'est le 7e art, tu vois? Parce que ça réunit tout. Ça réunit, l'image, l'humain, la musique, et tout ça s'entremêle et pour moi, c'est le cinéma, c'est le summum de ce qui peut se faire. Peut-être pour toi, le jeu vidéo, tu vois? Mais ouais, le cinéma, pour moi, c'est vraiment on va dire le conglomérat de tous les arts possibles et ça devient parce que tu as de la peinture, tu as de la photo dans le sens où, dans les bons films, chaque plan, tu peux l'encadrer, l'afficher, ça devient une photo ou une peinture. Et bref et puis c'est un truc qui suit aussi les technologies et comme je suis passionné de technologie, tout ça. Donc voilà, donc, allez voir la chaîne Le Cinématographeur si vous êtes, amateur de cinéma et si vous voulez aller plus loin et comprendre les films et ce qu'est un film et c'est super, super intéressant. Et le plugin, ouais, non, un truc, j'aurais dit un seul plugin, j'aurais dit Falcon, qui est pas forcément un plugin que j'utilise beaucoup, parce que je manque de temps et je peux pas à chaque fois faire mes presets de A à Z, mais je pense que c'est, le plus gros synthé qui existe sur le marché, dans lequel on peut faire des trucs de fou. On peut très bien utiliser les presets et les tweaker ou partir de zéro et faire, des trucs incroyables dedans. Faut avoir le temps de s'y mettre, mais sinon, prenez, si vous êtes sur live, prenez live et c'est tout et apprenez-le par cœur et vous serez, ultra, ultra efficace. Donc, ouais, peut-être que le conseil que je peux donner, et le truc que j'ai réalisé, c'est, dernièrement avec le 12, c'est apprends live par cœur et serre-toi-en, à 200 plutôt qu'à 50 quoi. Donc, voilà. Et bah, c'est un très très bon conseil parce que en plus, normalement, au moment où cette vidéo sortira, ma série sur Ableton Live 12 sera sortie. Et donc, j'aurais fait toute une track avec uniquement les plugins stock d'Ableton Live 12, de la compo jusqu'au mixage. Je Donc, suis sûr qu'elle sera parfaite ah, bah, y a sans aucun doute là-dessus. ouais, Oui. mmh. Écoute, merci d'avoir participé à l'interview. Elle a été beaucoup plus longue que prévu, mais en vrai, je pense qu'il y a Mais plein de ouais, mais là, trucs. fallait pas m'inviter. Tu sais très bien. Moi, quand je fais une vidéo d'1 heure et demie, je considère qu'elle est courte, donc voilà, Voilà, non, forcément. mais je pense que c'est très bien. Je pense que les gens, ils ont appris plein de trucs. Je pense que ça a pu donner des idées à des gens, donc je pense que c'est le plus important. Ouais. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver? Et On peut te retrouver sur ta chaîne YouTube, mais est-ce que tu as des réseaux que ouais, tu as envie ouais, de mettre en avant? sur ma chaîne YouTube Architecte, pour ceux qui veulent m'entendre parler tout seul pendant 2 heures, comme là. Enfin non, là, j'étais avec toi, mais voilà. Donc ouais, bah, n'hésitez pas à venir, voilà, il y a des interviews, justement, c'est là qu'on s'est connus et cetera. Il y a plein de trucs cool. Si vous aimez les formats un petit peu longs, voilà, à la façon un peu Twitch, on va dire. Donc n'hésitez pas à venir, mais si vraiment il y a qu'un seul truc et c'est là, moi, maintenant, mon but ultime, il est là. Mon but, c'est de faire connaître un peu plus mon projet musical Sequence. Donc si vous voulez, si vous me connaissez, sur ma chaîne déjà, si vous êtes déjà, si on se connaît déjà ou si, vous voulez me connaître ou quoi, allez sur, donc on pourra mettre des liens. Oui. On mettra voilà le lien de ma chaîne YouTube et le lien de ma chaîne Sequence sur lesquels il y a des clips et ma musique et en fait le truc maintenant qui peut le plus m'aider dans toute ma démarche, c'est juste d'aller écouter ma musique sur les plateformes, sur YouTube et de la partager et de la mettre dans vos playlists etc. C'est un truc qui est gratuit, qui ne demande pas beaucoup de temps et c'est vraiment le truc que je demande maintenant comme service vraiment à ceux qui me suivent, c'est juste de faire cette petite démarche de m'aider à essayer d'avoir un peu plus d'écoute et de vues sur mes trucs et essayer de faire un petit tremplin, tu vois, de me servir de cette communauté-là
pour m'aider à avoir un petit tremplin pour émerger par rapport à la quantité astronomique de sorties par jour, quoi. Tu as 100 000, non, je vais pas dire de conneries. Combien par jour? 100 000? 20 000? Beaucoup, Pour, source, frère. Ouais, c'est ça, tu vois, j'étais pas loin, 120 000. Il y a 120 quand 000 même. morceaux qui sortent par jour. Donc ouais, quand t'es comme moi, producteur, et que t'es au début comme ça, et que tu as un petit peu d'écoute, voilà, t'es en dessous des 1000 écoutes, bah en fait, le palier pour arriver à au-dessus des 1000, il est énorme et il est très dur à franchir. Donc s'il vous plaît, allez écouter ma musique. Je vais faire comme Guillaume Canet qui demande aux gens d'aller voir Astérix. Voilà, bon. pas pour les bonnes raisons, mais s'il vous plaît, allez écouter ma musique. Ah, mais malheureusement dans Astérix il n'y a pas Tina Turner et ça c'est quand même bien dommage. Ouais. Et ben voilà, et ben je suis sûr qu'il l'aurait pris, ça aurait fait marcher le film. Écoute, merci de ton temps, merci de ton passage. Et Ouais, puis, bah c'est toujours un plaisir, hein, tu le sais. Et merci à toi, t'es le premier qui m'invite. Alors non, j'ai eu des invitations pour parler de sujets divers et variés, mais t'es le premier qui m'invite vraiment, entre guillemets, pour parler de moi. Et comme j'adore parler de moi, je t'en remercie. Non, mais c'est cool, merci, ça fait toujours plaisir. y a pas de souci. Et bah on va finir la vidéo. À bientôt les gens, au revoir. Tchuss. Ciao, merci beaucoup. Ciao. Dernier rappel que je t'ai fait une petite fiche résumée de toute l'interview dans la description. Donc si t'as aimé ce que t'as entendu dedans et que t'as un peu la flemme de te la revisionner pour prendre des notes, et bah sache que la fiche est directement en description, donc n'hésite pas, c'est complètement gratuit. Allez, tchuss.